fait plaisir de se retrouver. Moi, j'ai sorti mon pantalon de l'été. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est incroyable. Et voilà, c'est une tenue d'été. C'est un pantalon, ça? Oui. C'est un pyjama. C'est un pyjama, c'est plutôt une pantalon. tenue de nuit. Tenue de nuit. Mais non, on met tout ça par-dessus normalement nos maillots de bain. Souvent, c'est noir. En soirée aussi, c'est vrai, c'est vrai. Ah, si toi, tu me fatigues déjà. Bon, bah, Avec plaisir, mon loulou. comment on dit? Salute. Salut. Salute. Voilà. En Italie, c'est salut. Nazdrovie. Salute. Nazdrovie. Voilà. Naim. Ben voilà, que vous puissiez Naim. passer un bon moment Cheers. en notre compagnie, Skol. que vous preniez l'apéro, que vous preniez votre goûter, que vous soyez en famille, entre amis ou tout simplement avec vous-même parce que vous vous aimez assez pour pouvoir vous octroyer un moment avec vous-même. Et ben prenez plaisir, j'espère, avec nous parce qu'on va papoter. Vous le savez, Aja Apéro, c'est le hors-série d'Aja. On aborde des sujets en toute liberté. Ça va, Pablo? Ouais, je m'étouffe avec Avec ce jus. Avec le jus de pomme. Et au menu de ce Aja Apéro, on va commencer par des Aja cocktails qui vous seront servis en 4 ingrédients. Premier ingrédient, on vous parlera de Vivian qui accuse Mélanie ORL d'être attirée que par des mecs toxiques. Bah ça tombe bien, on en a un sur le plateau. Franchement, ça me touche. Merci, mon Sam. Merci la toxicité. Non, je suis personne pour juger, moi. Donc c'était juste une blagounette. hein. Merci, mon loulou. Je pas de... Ingrédient numéro 2, Ricardo versus Neouda. On va parler punition corporelle sur les enfants. Est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre? Troisième ingrédient, on parlera des candidats de télé-réalité et de la fast fashion. Pourquoi les candidats de télé-réalité font-ils des pubs pour des vêtements qu'ils ne portent pas? Quatrième ingrédient, on vous parlera de Nabila et Thomas et on se soulèvera. On posera La question, s'il faut se soulever devant ses enfants. Complètement, voilà. En tout cas, quelle est la limite de la pudeur en tant que parent face à ses enfants? Les parents doivent-ils faire preuve de pudeur devant leurs enfants? Il y aura aussi bien sûr l'été vérité. L'été vérité, vous le savez, chacun d'entre nous a droit à une véritable question débat. Je vais bientôt faire un t-shirt où il y a marqué on parle pas tous en même temps. Je suis pas libre d'être. Alors, ma petite Anouchka, tu auras une question en lien avec l'amour. Mon cher Pablo, tu auras une question en lien avec l'orientation et le journalisme. De ton côté, Hermano, tu auras une question en lien avec l'origine et la politique. On poursuit l'été vérité, il nous en manque 2. De ton côté, Sacha, bah tiens, tu auras une question en lien avec l'orientation. De mon côté, j'aurai une question en lien avec la liberté de création. Et on finira cette émission par un Aja thème. On parlera culpabilité. On parlera des différentes formes de culpabilité qui existent. Dans quelle situation vous vous sentez coupable? Et bien sûr, on remercie qui? Sandra. Eh oui. Il connaît pas encore par cœur, Pablo, les paroles, mais Toi non plus. ça va venir. T'as toujours pas réussi à l'avoir. Non. Sandra, oh Sandra, tu nous as magnifiés avec tes pinceaux, ouais. Tu nous as sublimés, ton talent et ta passion. On veut te remercier. Sandra, oh Sandra, tu nous as fait briller. Vous retrouvez bien sûr Sandra Nakache sur son compte Instagram, c'est Sandra Nakache, tiré du bas. Tiré du bas. Make-up. C'est parfait, on commence cette émission avec, ah bah tiens, l'été vérité. Sandra. Allez, cache pistache, comme dirait l'autre. Cache, pistache, Hermano, c'est toi qui sers l'apéro à notre cher Sacha, le véritable apéritif. Tu as une question pour lui. J'ai plus un apéro qu'à te servir, mais. Dis-moi ce que tu as me demander. Ok. Oui. Alors, mon cher petit, dans un live TikTok, tu as confié avoir testé les filles et pas que. Je parlais mais également les hommes. Pas que. Hein? Et pas que. Ok. Sacha, Oui, dis-moi. est-ce que tu penses que tous les mecs cachent une partie féminine en eux? Ah, alors beaucoup, ça, oui, de fou. On a tous une partie de nous qui a... Souvent, j'aime bien la rattacher à l'élégance, tu vois. C'est la féminité qu'on a un petit peu en nous. Autant qu'il y qui ait est, bisexualité aussi, hein. Alors là, d'abord, je C'était répondais... surtout ça ta question. Ouais, ouais, Est-ce je que pense tu- que c'est plus ça qui Est-ce que tu penses que tous les hommes... Est-ce Sont que tu- bisexuels. Ah, ben non, mais c'est beaucoup plus précis, du coup, comme question. Oui, t'as raison. Parce que la féminité, on en a tous. Ça, exactement, ça n'a absolument Oui, rien ça à fait voir. pas pour toi, j'ai Ton mon genre et ta idée, sexualité. Pas en même... Tant. J'étais pour dire la même chose. Attendez, je veux savoir, je suis intéressé. Bon, Ça est-ce que m'aide. tous les mecs sont bi? Non, alors, non, je pense pas que tous les mecs sont bi. En revanche, je pense qu'on devrait libérer la parole sur le fait qu'en tant qu'homme hétéro, t'essayes
hommes et femmes, il ne devrait pas y avoir de problème. Chose que moi j'ai fait, j'en ai parlé librement, même sur un live TikTok ou même à plusieurs reprises. Je peux dire que je suis vraiment hétéro et que j'aime spécifiquement les femmes parce que j'ai aussi essayé les hommes. T'as essayé quoi? Pour le coup, alors on s'est arrêté au prélit. C'est quoi un prélit pour toi? Tu veux vraiment tout le dessin? Tout est relatif. Un prélit, ça peut être un bisou pour quelqu'un. Tu peux ne pas répondre, hein. Tu peux dire va te faire voir Hermano. Hein, Non, alors moi, il n'y a pas de souci. À ton avis, c'est quoi un prélit? Qu'est-ce que tu fais pendant les prélis, toi? Pour moi, le prélit, c'est les bisous, les touches, Non, ça c'est Laurie. Des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. Ça peut être même Comme déjà. ça. Les prélis, ça peut aussi déjà être un rapport oral aussi. Exactement. Pas la parole. Hein. Ouais, par la parole, ouais. Par la parole, fort. Non, la fellation, On du fait coup. la tchoup, La fellation, du musique. Oh, Priscilla. T'es en train de détourner une chanson d'une ado quand même. Hein. Ouais. Oh, sur un si sujet. si je peux me permettre. Sur un sujet un peu. C'est chaud. Et cet été, ça va être quelque chose, mon Dieu. Il a fait avancé, chaud. hein, il a apporté une réponse, mais personne n'était concentré. Et alors, c'était quoi la réponse, Pablo? C'était la fellation. Ouais, C'est le mot qu'il a que j'ai utilisé. reçu d'ailleurs, parce que je sais qu'on m'a posé la question de savoir dans quel sens ou autre, que j'ai reçu et j'ai essayé 3 fois. T'as pas essayé la bonne. Moi, je peux. Mais j'ai pas eu, c'est ça? Tu penses que tu m'aurais fait rester dans votre équipe? Sûr et certain. Ouais. Ah, tu vois, comme quoi, hein. On s'est Pas pas beaucoup. rencontrés au bon moment. Donc, tout le monde est un peu bisexe ou pas, à votre avis? Non, Tout le monde je pense quoi pas. Moi, je Bisexe? Un peu bisexe, Ah, ou pas? ouais. Je pense pas du tout, et pourtant, vous savez que je le suis, hein, c'est d'utilité publique. Je pense qu'il y a des gens qui sont totalement hétéros. Ouais. De notoriété publique, si je me permets. J'utilité, genre, oui, je suis un exemple. Exactement. Tu es très utile. Je suis un exemple pour les gens. Non, je pense qu'il y a des gens qui sont hétéros, et je pense qu'il y a des gens qui sont homosexuels, et je pense qu'il y a des gens qui sont bisexuels. Et j'aimerais quand même dire que c'est important que oui, on existe, parce que on se prend souvent la réflexion de si t'es bisexuel, c'est que t'es homosexuel non assumé. Refoulé. Ou refoulé, Ouais. ou Ah ouais que tu veux pas l'assumer, et que tu as l'impression que dire que t'es bi, ça passe mieux. Non, c'est juste que j'adore les deux, en fait, et que j'ai pas envie de choisir. Pardon, mais ça va pas changer. Non, mais de ouf. Mais tu sais que vraiment, ça a été dans les discussions que j'ai pu avoir, c'est pourquoi est-ce que tu essayes? Parce que très sincèrement, je trouve que d'être bi, c'est le meilleur des deux mondes. Ah oui, tu manges à tous les Mais râteliers. oui, tu peux avoir du plaisir un peu partout, et surtout, ça devrait même pas être un sujet tabou ou autre, tu vois, c'est trop bien. Moi, je Tu suis vois pas du tout bi, hein. Tu vois Pas du tout. Tu vois. Ça ne m'attire Mais t'as essayé ou pas pas? du tout. T'as Ça déjà ne... essayé les femmes? Ah, mais genre, 12-13 ans, ouais. Non, alors C'est tellement- non, 12-13 ans, c'est un bisou, non? Non. Ah, bon. Non, mais- Je sais pas. Non, mais enfin bref, Anouchka, Bon, ok. tu ne m'attirerais pas. Oh, je suis Tu vois, tellement déçue. non mais je reconnais que tu es une très belle femme. Merci. Tu es superbe, mais je n'aurais aucune attirance pour toi. Ah. Donc moi, dans mon homosexualité, je me sens hétéro. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Mais de fou, mais surtout que sachant que de pouvoir dire, c'est très bien, c'est en plus ce que tu viens de soulever là, que de pouvoir dire si je suis hétéro et de dire par exemple, tous là, messieurs, je vous trouve beau. Ça fait pas de moi, de quelqu'un de bi ou d'attirer forcément. Ça veut pas dire que je sais pas, Hermano est un bel homme. Pas pour autant que je vais être attiré sexuellement, charnellement par lui. Lequel d'entre nous Je tu suis capable- choisirais? C'est une bonne question. pas de réponse. Hermano, je pense. Pour le coup. Nous tous. Arrête de faire des faux espoirs, vraiment, Non, mais Sacha. non, j'étais C'est pas très cool ce que honnête. t'es en train de faire là. Non, Ça, mais mais non. moi, on va se barrer. Ce plateau Mais non, fin. Choisis-toi. Je suis hétéro, Pas en c'est pas même le souci. temps. Mais c'est bien de pouvoir dire, ça fait pas de toi quelqu'un attiré différemment, de pouvoir dire le sexe opposé est beau, ouais, de fou. Moi, j'ai un truc à dire. Déjà, sur la question de la féminité, parce que c'était ça la question à la base, tu vois. Genre, or, je ne pense pas qu'il faille rattacher la question de la féminité, ni même genre de ce qu'on imagine pouvoir être les traits de la féminité. Genre, t'as dit élégance, tu vois. Je vois pas pourquoi une femme serait plus élégante qu'un homme. Pourquoi on rattacherait ça, en fait, à la féminité. Et ensuite, il y a la question genre, de l'homosexualité et de l'hétérosexualité. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des gens en fait qui vont vouloir naviguer entre les deux, qui veulent pas être labellisés ni hétérosexuels ni homosexuels, et je les comprends tout à fait. Moi, la raison pour laquelle je me définis comme homosexuel, c'est parce que genre, je mène des combats, et c'est particulier, c'est-à-dire que je relie pas mon identité à forcément un désir. Ça part d'un désir, évidemment, pour les gens du même genre que moi, mais c'est aussi parce qu'il y a eu plein de combats dans l'histoire, notamment dans les 100 dernières années, des combats homosexuels pour les droits des homosexuels, contre la norme, notamment la norme hétéropatriarcale, et que moi, j'estime que je suis en 2025 et je suis héritier de toutes ces luttes-là, qui ont des luttes pour l'égalité, contre la discrimination, etc. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que je me revendique
comme homosexuels. Donc ça dépasse la question du simple désir pour les hommes ou pour les femmes. Certains homos ne veulent pas porter cette histoire. Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut que les cases, elles soient souples, quoi. Oui. Et genre, comme il y a des hétérosexuels qui peuvent ils peuvent se définir comme hétérosexuels, je connais pas leur histoire, je sais pas les raisons pour lesquelles ils veulent se définir comme hétérosexuels et coucher avec des hommes. Enfin, c'est tout à fait leur droit. Comment ? Ça devrait même pas être un sujet ou une Exactement. question, en réalité. Exactement. Moi, Ça je trouve devrait que même c'est un pas bon être une sujet. question sous-jacente, en Eh réalité. ben en tout cas, on en a tous parlé et merci pour ça. Hermano, non, Sacha, c'est à toi. Tu peux poser une question Qu'est-ce que à Hermano. Qu'est-ce que tu veux me demander encore, Que Hermano lui réserves-tu pour son été vérité? Alors, Quand est-ce que tu ne l'es pas c'est ça. Hein. Certains internautes te reprochent d'être d'extrême droite parce que tu es italien. Qu'est-ce que tu leur réponds? Allez vous faire foutre. Justement. Alors, non, la vérité, c'est que oui, je vous jure, c'est incroyable, les messages parfois que je reçois, comme quoi vis-à-vis que je suis italien et en plus j'arrive d'une famille noble qui est attachée à la monarchie italienne, bah, je suis forcément d'extrême droite, presque nazi, Benito Mussolini, alors que, mais c'est tellement loin de moi, cette façon de penser. Mis à part le fait de l'homosexualité, ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est juste que j'arrive d'une famille et que oui, c'est vrai, elle a eu la chance d'avoir un titre, mais d'une famille qui s'est battue, qui m'a inculqué des valeurs d'égalité, de liberté. J'ai un grand-père qui a perdu sa vie parce qu'il protégeait des juifs pendant la guerre. Enfin, et mis à part ça, et c'est un discours qu'on a affronté parce que c'est pas forcément parce que ma famille est comme ça que moi, je dois être forcément comme ça. Mais mes valeurs actuelles de l'Hermano, acte 2025, 43 ans, bah, c'est quelqu'un qui aime la vie, les gens, la liberté. Et je suis pour le partage et pour devenir... Parce qu'on est tous pareils, et on s'aime et il faut s'améliorer. On peut apprendre l'un de l'autre. Tu viens d'une famille royale? Non. J'ai une famille noble, c'est différent. T'as dit proche de la royauté? Oui, parce qu'en fait, on a à la maison encore le titre de noblesse qu'ils nous ont attribué, la monarchie italienne. Voilà. D'accord, je savais pas. Oui, mais c'est pas important. C'est juste que... Enfin, ça fait partie de mon bagage personnel. Oui, exactement. Ah, le dit. Hermano Barnaba di Buia. Bravo! Mamma mia, che fiero! Eh ben merci pour cette réponse et merci pour ta question, Sacha. On va tout de suite enchaîner avec un premier Aja Cocktail. Et on va vous parler de Vivian qui a accusé Mélanie ORL d'être attirée que par des mecs toxiques et vous. Et puis on va définir surtout ce que c'est un mec toxique et comment faire face aux mecs toxiques. Est-ce que vous pensez que c'est un véritable sujet de société? On entend parler de pervers narcissiques à tout va. Qu'est-ce que véritablement un pervers narcissique? Vous pourrez aussi témoigner dans les commentaires et nous donner vos propres exemples si vous êtes à l'aise avec ça. Mais dans un premier temps, regardons ces accusations de Vivian, je vais y arriver, à Mélanie ORL. Tu es attiré par les mecs toxiques, c'est la vérité. Arrête de dire des trucs comme ça, là, tu dis des trucs de fou, Tu es Vivian. pas attiré par les mecs toxiques? Je suis pas attirée par les mecs toxiques, pas du tout. C'est pas vrai. Les mecs qui sont trop gentils avec toi, écoute bien, j'ai dit à Nabil, j'ai dit Nabil, tu fais trop le toutou, dis que je te l'ai pas dit, elle va te larguer, que tu verras en Mais deux. attends, faut arrêter de dire que les meufs, elles ne veulent pas d'un mec trop gentil. Parle C'est de juste quoi, qu'il est parle de trop quoi, je mou, parle en des fait, et qu'il est inintéressant. Mou de quoi? Il est mou pour toi. Il est mou, on s'ennuie avec lui. Moi, je m'ennuie avec lui, j'ai besoin de quelqu'un qui me fasse bouger, je m'ennuie avec lui. Attends, laisse-moi parler. Il est mou parce qu'à la télé, il va pas insulter tous les noms parce que Toto il parle. Alors les gens qui disent il a raison, elle aime les mecs toxiques, arrêtez ça, vous savez pas mes relations que j'ai eues déjà. Vous vous basez juste à bébé, arrête de colporter des informations fausses. Depuis quand moi je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Et les mecs toxiques, j'en veux pas. Les mecs mal polis, j'en veux pas. Pas parce que ça l'a pas fait avec un mec gentil et mou et ennuyant. Mais Mélanie, mais il est Ça veut dire ultra- que j'aime les mecs toxiques. Mais Mélanie, même moi, je vais me faire ken par lui alors que je suis hétéro, de quoi tu parles? Mais parce qu'il est beau, moi aussi je voulais me faire ken par lui. Donc le mec mou et ennuyeux dont elle parle, il s'appelle Nabil et c'était à l'époque où elle avait tourné dans The Cerveau. Avec lui, c'est lui qu'elle qualifie de mou et d'ennuyeux. Concernant les ex de Mélanie ORL, elle était sortie avec Julien Bert. Elle était sortie avec Julien Guirado, Toxique. Alan Gage, Toxique. Ah non, Alan, pardon. Adé Laurent, Non, j'ai rien. Brian Dubois, Toxique. Dylan Thierry, Oh, toxique. Toxicissime. Romain Ben, Je sais pas qui c'est. Nathan Munda, Non plus. Flo André, Ok. Non, lui, il était gentil. Alors, en parlant de mec ennuyeux, Flo André. Greg Yega, Toxique. Non. Nabil Toufik.
Bah, à son il dire, l'a oui. trompé, non? Donc, Et plus, apparemment. Bon, au-delà de ça, déjà, qu'est-ce que c'est un mec toxique? Qu'est-ce que c'est un mec toxique, Anouchka? C'est ça, il faut trouver la définition. pour moi, un mec toxique, si je devais résumer le plus succinctement possible, ce serait quelqu'un qui te veut du mal. C'est à partir du moment où tu es dans des rapports passifs-agressifs, tu es dans des rapports maltraitants, physiques, évidemment, psychologiques, qu'il y a une emprise et que, en fait, c'est l'intention que la personne met. Donc, si la personne te veut du mal, pour moi, elle est toxique pour toi. Qu'est-ce que c'est un rapport passif-agressif? Parce que ça parle pas à tout le monde. Pour moi, les passifs-agressifs, c'est quand tu, sous-entendu d'humour, tu vas pouvoir faire des petites phrases qui vont te dénigrer, te mépriser. C'est avoir du répondant, mais piquant. Tu vois, on peut se faire des vannes en rigolant, mais une fois que ça devient blessant, pour moi, c'est plus de l'humour. Ok. Pablo, c'est quoi une relation toxique pour toi? C'est quoi ta définition du mec toxique ou de la meuf toxique, hein? Alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est que toxique, c'est un adjectif qu'on met souvent pour les hommes et beaucoup moins pour les femmes. Parce que je pense que ce dont ça parle, c'est en général dans la société, désolé, moi je généralise à chaque fois, dans la société, on est une société où les hommes continue, hélas, de dominer les femmes à énormément de niveaux, et y compris dans le couple. Et donc, forcément, les paramètres qui font que un homme domine une femme se retrouve dans des relations interpersonnelles. Après, il y a aussi une mise en avant, et c'est un peu ce qui a été dit dans la vidéo, de ce que c'est que la virilité et de ce que c'est qu'un homme viril. Je pense à Donald Trump qui n'arrête pas de répéter que lui, il aime la virilité, etc. Et machin. Et c'est ça qu'il veut promouvoir. Il veut que tous les hommes soient des gens forts, des gens qui puissent, je le cite, ça c'était en 2015 ou en 2016, il avait dit Right faut there qu'il... by the pussy. Exactement, c'est-à-dire attraper les femmes par la chatte. Enfin, je veux dire, il en faisait un statement, tu vois. Enfin, mais c'est abominable. Et ce genre d'image des hommes est vraiment mis en avant. Et donc, il y a des femmes, en fait, qui sont sensibles. Mais quand je dis il y a des femmes, en fait, il y a des femmes et des hommes. Oui. En fait, c'est comme ça. On imagine qu'un homme, il doit, quand il s'assoit dans un canapé, il doit s'asseoir comme ça, il doit se gratter les couilles, il doit dire des gros mots, il doit assumer un rapport de force exactement avec les femmes. Et surtout pas, il y a plein de traits qui sont associés à la femme, genre timide, polie, être douce, etc. Ce qui est complètement con. Non, mais ça, c'est tout ça en fait qu'il faut déconstruire si on veut arriver à exister On égal. va demander à Sacha, c'est quoi un mec toxique pour toi? C'est quoi une meuf toxique? Parce qu'on a vu que ça pouvait être un mec ou une meuf. On va dire du coup la toxicité en réalité. C'est ça. C'est comme Chez ça un qu'on l'aborde partenaire. en réalité chez C'est un quoi un partenaire de partenaire manière toxique? générale. Je trouve que je rebondirai plus sur la définition que tu as donnée, et c'est sur s'il y a un rapport de force qui se crée entre les deux, on est déjà sur une toxicité naturelle, sans même devenir dans la volonté de nuire, mais juste qu'il y a un rapport de compétition où on se compare, on veut être meilleur que l'autre, absolument, et qu'on ne s'écoute pas. On est sur de la toxicité, déjà naturellement, et sur quelque chose qui ne va pas être sain. J'aurais tendance, moi, simplement à le définir comme ça. En fait, la toxicité, ça peut avoir beaucoup de Hermano, niveaux. est-ce que toi, tu as déjà été plus attiré par un mec toxique? Est-ce que ça t'a déjà plus excité qu'un mec dit sympa, gentil, Gentil, calme? Alors déjà, à mon avis, là, ce que vous êtes en train de décrire, c'est pas un mec toxique, mais une relation toxique. C'est pour ça que j'ai parlé de Dans toxicité. le cas spécifique d'un mec toxique, ça veut dire qu'à mon avis, et je suis tombé sur des mecs toxiques, malheureusement, parce que oui, j'avoue, j'ai un problème que j'essaie de régler. Je suis attiré par ce genre de mecs. De mecs qui pensent pouvoir te dominer, dans lesquels tu vois une figure paternelle, peut-être, une figure plus forte qui puisse t'accueillir. Et donc, tu te sens un peu dépendant. Et ça devient toxique parce qu'en fait, à mon avis, c'est un mec toxique parce qu'il ne te laisse plus la liberté d'être toi-même. Il ne te laisse plus la liberté de t'exprimer avec tes mots. Il ne te laisse plus raisonner avec ta tête. Il arrive à transformer ta tête. Et c'est pour ça qu'il devient toxique, comme tout ce qui est toxique dans notre corps aussi, que ça te fait du mal physiquement et psychologiquement. Ça, c'est pour moi. Oui, tu voulais réagir, Sacha? Sur ce que tu es en train de dire, justement, qui m'amène à une question, c'est est-ce qu'au final, en réalité, alors, et j'ai mon avis sur la question, la relation toxique, on va bien parler de relation toxique, est-ce que finalement, c'est ton partenaire qui veut se la jouer un peu plus fort, un peu plus machin, qui le crée, ou finalement, parfois, c'est pas toi-même qui va créer cette relation toxique, pas sans vouloir le faire volontairement, mais en se mettant trop en retrait, ou alors en acceptant certaines choses que tu ne devrais pas accepter, alors que l'autre ne pense pas mal faire en face.
Est-ce que la toxicité, c'est qu'une seule personne qui l'a créée? C'est une vraie question. Hein. Pour moi, ce serait mettre la culpabilité sur les gens qui Sur les gens qui souffrent. subissent ce côté. Oui, mais Ok. sauf qu'on est tous toxiques. Ben oui. Exactement. Est-ce qu'à Et notre façon, on n'est pas aussi un peu tous toxiques? C'est ça que je voulais te répondre. Moi, je pense qu'on est tous le toxique de quelqu'un à un Ouais. moment donné dans Ouais. sa vie. On est tous le con de quelqu'un à un moment donné dans sa vie. On est tous le méchant de quelqu'un à un moment donné Et dans je sa pense vie. qu'il y a des couples qui, ensemble, ont des relations toxiques, alors que séparément, c'est des gens pas toxiques avec d'autres personnes. Ou avec d'autres partenaires. voilà. Exactement. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont toxiques. Une fois qu'ils sont mis ensemble, ça ne matche pas. C'est des énergies et des parcours de vie qui font qu'ils se montent comme ça. Et il y a une question que je me posais, parce qu'il dit... Tu kiffes les mecs toxiques, et je me demandais si c'était pas les mecs toxiques qui kiffent Mélanie, parce que aussi dans les relations toxiques, généralement, il y a ce truc un peu de prédateur qui va chercher sa proie, et bien souvent, c'est pas la meuf qui va chercher le mec toxique. Là, je dis ça parce qu'on parle de Mélanie femme et de partenaire garçon, voilà. Mais bien souvent, c'est la personne toxique qui va chercher la victime. Et je trouve que c'est pour ça que je dis qu'il ne faudrait pas culpabiliser les gens, parce que c'est souvent des schémas qui se répètent et qui sont insinueux. Et puis j'aimerais aussi répéter un truc par rapport aux femmes. Là, je vais genrer spécifiquement le problème, parce qu'on a vu que c'était quelque chose d'assez féminin. Cette chose de reproduire les mêmes schémas. Et le fait est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont le syndrome de l'infirmière, qui aimeraient soigner, trouver des hommes justement comme ça, qui ont des problèmes psychologiques, de traumatisme, de passé, etc. Et qui aimeraient pouvoir les remettre sur le droit chemin, les faire se sentir aimés en se disant ils vont changer. Juste, c'est quelque chose qui n'arrive pas, faut le savoir. La personne doit se soigner d'elle-même. C'est pas à travers son partenaire et sa partenaire que vous allez pouvoir le faire. Mais si on pouvait arrêter de faire la promotion des bad boys absolument partout dans l'industrie du cinéma, de la musique, etc., je pense que notre société irait peut-être un peu mieux. Mais même dans les publicités. Hein. Et même dans les pubs, Tout, complètement. mais ouais, Sauvage, Genre sauvage, sauvage. le mec sauvage, Mais même- seul. Bah, avec Johnny Depp, hein, qui est quand même accusé de... Invictus. on Oui, sait quoi. enfin, Il y a bon, pas Johnny Depp, Invictus bah, tu vois, ou One Million. Il y a pas une Invictus pub- One Million, ils font très... Sportif, Non, pardon, je sais qui pas. fait des plages. Oh, bon, on est comme dans notre salon, ils font très gay, quoi. Ah, gay, ouais. Les pubs de Ce qui Paco veut pas Rabanne. dire qu'ils sont pas toxiques. Hein. Non, mais- oh là Voilà. Oh là, bien sûr. Mais tu vois, là, il a parlé de Johnny Depp par rapport à Sauvage. Ben, tu vois, typiquement, moi, je trouve que Johnny Depp et Amber Heard, c'est typiquement l'exemple de gens que je pensais de couples toxiques, tu vois. Je veux Mais pas remettre... entre eux, ils le sont. Ouais, Quand terrible. ils sont mis ensemble. Ouais, terrible. Mais c'est vrai que tu t'as pas posé la question, tu as dit est-ce que toi tu kiffes, et tu as dit tu kiffes les bad boys et ça. Bah, par exemple, moi, typiquement, ça ne m'a jamais attiré. J'ai toujours été vers les gentils garçons, les mecs gentils, respectueux, qui ont tendance plutôt à se soumettre que l'inverse. Mais vraiment, moi, le côté bad boy, c'est jamais un truc. Alors, si ça veut dire qu'il fait de la moto et qu'il est tatoué, oui, mais moi, même les tatoués qui font de la moto, les bikers qui me plaisent, ce sont des gentils garçons. C'est pas du tout des bad boys. Après, bon, Ouais, mais dans les fantasmes, je vais pousser le truc, hein. Mais ça. dans les fantasmes, c'est souvent la toxicité un peu qui est C'est cherchée. ce passionnel. C'est Le passionnel je sais- toxique. Je un sais peu, pas si le mot non passionnel c'est le bon, ou alors Ouais. tu nous expliques pourquoi. Non, mais c'est ce côté passion que tu ne peux pas expliquer. Pas- Ben oui, et mais c'est surtout- pas toxique justement, Oui, parce que non. moi, c'est pas des bad boys, Tu j'ai l'as eu pas à chaque des fois, passions mais- de malade. Non, mais c'est que j'allais au bout de l'idée par rapport à ce qu'il disait lui. De fantasme. Dans les films, dans les tout ça, fantasmes, oui. on cultive ce fantasme de la passion toxique. Parce que très souvent, on voit dans le début du beau film, de la belle histoire, de la passion, tout est fort, on n'explique pas ce qui se passe, c'est dingue, et ça se finit mal. Oui, Et il y a mais- un moment où ça... Oui, mais il faut faire attention, les fantasmes, c'est pas parce qu'ils sont plus ou moins inconscients qu'ils ne sont pas construits par la société. Totalement. Moi, tu vois, je me suis interrogé l'année dernière, il y avait ce grand procès à Mazan autour de Gisèle Pellico qui a été violée par énormément d'hommes. Et je me disais, mais qu'est-ce qui peut pousser ces hommes à violer À le faire. une femme qui est inerte, en fait, qui est comme morte. Enfin, je veux Mais dire, là, c'est pas des complètement mecs fucked up. toxiques, là. Non, alors, là, c'est je des sais pas. dégénérés. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça soit les mecs toxiques, les gens qui aiment les personnes toxiques, dans le cas de Mazan, tout ça, on peut dire, parce que c'est facile, en fait, parfois de renvoyer au fantasme et de dire, ah bah oui, mais si c'est mon fantasme, en fait. Tu vois, j'ai des fétichismes, et mon fétichisme, c'est les mecs qui dominent, qui me respectent pas, qui me crachent dessus, etc. Bah, il faut se poser la question de pourquoi est-ce que la société construit ce genre de fantasme, tu vois, de vouloir qu'un mec te crache dessus, tu vois, genre, qu'est-ce que c'est que cette histoire, tu vois, en soi, un crachat, il n'y a pas de désir, et je juge pas les gens qui se font cracher dessus, ça peut être c'est tout à fait ok s'il y a un consentement mutuel, mais
ça pose la question de genre, c'est quoi en fait les trucs dans la société, dans l'industrie de la communication, du cinéma. Ça et fait de la musique réagir qui font Sacha. Ça fait Mais réagir non, parce que Sacha. je vois Sacha, les tu jeux vas de me regard. cracher dessus. Non, parce que c'est vos jeux de regard qui me font rire. Mais quel jeu de Et moi, je regard? reste discret. Moi, Mais c'est vos pas jeux de regard qui me font rire. C'est vrai qu'avec Hermanos, malheureusement, en fonction de certaines discussions, on croise notre regard, c'est fini. C'est parti. On est foutu. Mais j'ai rejoint- Me mets pas ça dessus, toi. juste un truc, Pour j'ai conclure, rejoint l'histoire de la passion, qui effectivement, mentalement, tu la relie à tout un ensemble, l'histoire passionnelle. Moi, je suis comme ça, j'ai besoin de sentir la passion, vibre. de vibrer. Et parfois, je me rends compte que ça peut tomber dans des choses malsaines. Parce que tu crois que le malsain fait vibrer, en fait. Exactement. Mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'on est en train de faire un parallèle entre passion égale toxique. Ah, Moi, t'as je pense qu'il y a raison, des t'as passions raison. saines. Non, mais T'as il y a des raison. passions Parce que saines. la Je suis passion, d'accord. c'est juste être Là, fan c'est de des l'autre, bons d'avoir les exemples. papillons dans T'as le tout ventre. à- Et quelqu'un qui me C'est traite fort, bien, en fait. il va me Tout à rendre, fait il va me raison. mettre dans une passion de dingue, il va Exactement. me rendre folle. Bien Et sûr. en me traitant bien, tu vois, je veux dire. C'est pour ça que je vais chez un psy. Oui. Parce que je... Oui, oh, t'inquiète pas, j'y vais pour d'autres trucs aussi. Mais... On va changer de sujet. On va. Ah, vas-y. Mais alors, un mot pour conclure, Sacha. J'avais une question pour revenir sur, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, par rapport au caractère. Oui. Et du coup, ça m'amène aussi une question là-dessus, c'est souvent, toi tu dis qu'au contraire, t'aimes les mecs doux, chill, qui prennent soin de toi et tout. Mais t'as de base un gros caractère, Oui. j'ai l'impression. Ah bon? Et souvent, dans un couple, il y a souvent... Le yin-yang. Exactement. Où tu as une personne qui part, soit l'homme, soit la femme, soit dans un couple hétéro, mais dans un couple gay aussi, pareil, un caractère fort qui prendra entre guillemets un peu plus le lead dans le couple. Non, tu peux et avoir un deux plus caractères doux. très forts et crois-moi, c'est le bordel aussi. Hein. Oui, mais Non, mais du coup, c'est le justement, bordel. c'est ce qu'il dit, C'est ce que je dis, du coup, c'est le bordel. Tu vois, Du moi, coup, c'est le bordel. Ouais, Voilà. c'est- Et donc, ce relation sera toxique. l'objet d'un autre sujet, de notre agenda comme tel. Comment être- Mais pour être l'heure, deux dominants. on va parler maintenant de Ricardo, qui n'est pas du tout de la même opinion que Néouda. Rappelez-vous, c'était il y a quelques mois, il s'était exprimé, Ricardo, dans une interview en toute intimité, Avec pour toi. expliquer qu'il allait passer en jugement parce qu'il avait mis une fessée à sa fille. On va donc parler des punitions corporelles sur les enfants, c'est un tout autre sujet. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Il faut vraiment qu'on parle simplement, je sais qu'il y a deux écoles là-dessus, bien que nous ayons la loi, et que c'est important de le rappeler. Dans un premier temps, revoyons les images des déclarations de Ricardo. Je mets une fessée à ma fille. J'ai mis une fessée à ma fille sur ses fesses. Immédiatement après la fessée sur les fesses, la maman prend une photo des fesses rouges. Elle appelle les flics. Elle porte plainte contre moi pour violence. Envers mineur, ou je sais plus le truc, je sais même plus le titre. En 2025, au mois de février, je vais être jugé pour ça. Pour avoir mis une fessée à ma fille sur les fesses. Est-ce que c'est considéré Est-ce comme que- un acte de violence? Aujourd'hui, mais moi dans ma génération ou à mon époque, c'était pas le cas. Donc tu peux être un peu tolérant déjà sur ça. Deuxièmement, c'est une fessée sur les fesses. Hein. On n'est pas en train de te parler de violence, ok? Alors certains n'acceptent pas, hein. C'est bien pour ça qu'il y a une loi. Totalement, je suis d'accord. Et si je pouvais revenir en âge, j'aurais pas mis de fessée sur les fesses, bien sûr. Maintenant, il n'y a rien de hyper dramatique non plus à prendre une fessée sur les fesses. Bon, c'est pas ça le sujet. Si je te parle de ça, c'est parce que c'est pour te démontrer encore une fois le travail psychologique qu'exerce la maman sur ma fille. Vous allez pouvoir nous donner votre avis, que ce soit dans les commentaires ou sur ce plateau. On va parler donc des punitions corporelles sur les enfants. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? Est-ce qu'une fessée donnée à un enfant vous choque? Pablo, je te vois déjà réagir. Oui, moi je suis tout à fait contre. Tout à l'heure, tu as parlé de la loi. Effectivement, la loi, c'est un délit. On ne peut pas porter la main sur un enfant. Ça, voilà, c'est sûr. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que ça veut dire une loi. Une loi, souvent, on a tendance à croire que c'est une règle comme ça qui a été posée par des gens au Parlement, etc. Non, la loi, elle vient sanctionner, en fait, une évolution de la société. Et aujourd'hui, notre société, elle a décidé, par cette loi qui est assez récente, qui date d'il y a quelques années, elle a décidé de dire stop, on ne frappe plus les enfants. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont décidé ça? Non, c'est même pas parce qu'il y a des abus. C'est parce que notre société déjà considérait que frapper un enfant, c'était pas possible. Ce n'était pas une bonne façon de l'éduquer. Après, ce que dit ce papa, il dit oui, je l'ai pas, je veux dire, je le referai pas, etc. Tout ça, il va être jugé
en fonction de la gravité de son acte. Son acte, si j'en crois ce qu'il raconte, n'est pas un acte très grave. Et donc la justice va le juger à la hauteur de la gravité de son acte, c'est-à-dire pas grand-chose. Il risque pas de la peine de prison ferme. Hein. Il faut se calmer, ou 200 000 € d'amende. Hein. Enfin, donc, mais c'est important de rappeler que c'est ça le cadre. C'est ça qu'on a décidé collectivement dans notre société. On ne frappe pas les enfants, il y a d'autres manières de les éduquer. Sacha, pour ou contre les punitions corporelles sur les enfants? Ouais, alors comme d'habitude, moi, je dirais que c'est pas tout blanc, tout noir, mais je vais donner mon exemple. Alors j'aurais tendance à dire que je suis pas forcément contre, malgré tout. Je vais me faire un peu l'avocat du diable de l'autre côté, et en prenant simplement mon exemple, où à titre personnel, j'ai reçu des corrections. Alors jamais sur le visage, tu vois, j'ai jamais pris de baffe ou autre, mais j'ai pris des corrections, j'ai pris des fessées plus jeunes. Ça m'a pas fait de mal. En revanche, il y a quelque chose que Ricardo, c'est ça, qui est intéressant, qui dit, où maintenant je le referai plus. Mais très honnêtement, sur l'instant même, si je demandais à mon père, quand il m'a mis une fessée, aucun parent normalement conçu ne prend du plaisir à mettre une fessée à son enfant. C'est que sur l'instant, il a l'impression, alors c'est pas, peut-être pas à juste titre, mais que c'est le seul moment ou moyen de faire réagir sur l'instant l'enfant. Mais tu le ferais à un adulte? Mais tu donnerais une fessée à un adulte quand tu te fâches avec quelqu'un ou une baffe? Bizarre. Ah, c'est pas pareil. Alors vas-y, une fessée. Non, parce que si tu mets une fessée, tu te fâches avec un adulte, c'est un côté infantile, où tu vas infantiliser l'adulte. Si tu lui mets une claque ou un truc au visage, c'est pas pareil d'adulte à adulte. Tu ne ferais pas un adulte, on est d'accord. Mais non. Mettre une claque à un adulte? Oui, et pourquoi tu mettrais une claque? Pourquoi tu mettrais une fessée à un enfant et pas à un adulte? Hermano. Moi, je trouve ça différent. C'est les mœurs, je pense. Il faut vraiment peser les mots. Quand on dit est-ce qu'il faut donner une claque ou frapper un enfant, le mot frapper, dans la psychologie de tout le monde, ça relève quoi? La violence. Non. Spécifiquement là, on ne le sait pas, il a dit juste un coup sur les fesses. Ok, moi il avait les fesses rouges sur les photos. Ah oui, attends, oui, mais ça dépend. Moi, perso, je suis pour, la vérité. On ne parle pas de violence, on ne parle pas de... Oh là, 2 secondes. Oui, on le laisse poursuivre. Alors, violence, dans le sens... Attends, dans le terme violence, tout le monde dit oui, oh mon Dieu, c'est quelque chose de grave. Ça peut être juste un clash comme ça sur le fesses qui, à moi, a été donné. Et je trouve qu'il m'a été monté... À ce moment-là, j'ai compris certaines choses. Je n'ai pas été frappé violemment, rien... Pas du tout, pas du tout. J'ai reçu au bon moment, au bon endroit, où je dis tac, claque sur les jambes, sur le cul, en me disant ça, tu ne le fais plus. Finito, stop. Qui est en loi et qui protège par rapport à l'évolution de la société, je suis tout à fait d'accord, c'est très important. Il ne faut pas qu'il y ait des abus, ça c'est sûr et certain. Mais je trouve qu'en 2025, il faut aussi peser très proprement les mots et les actions. Et je suis bien d'accord sur le fait que Ricardo sera éventuellement jugé par rapport à la gravité de son acte. Anouchka, le geste de la fessée, même si les fesses de l'enfant ne sont pas rouges, est-ce que pour toi, tu considères que c'est une punition corporelle, que c'est un sévice corporel, que c'est de la maltraitance même peut-être? Alors, est-ce que je pense que c'est de la violence? Pour moi, la réponse est le oui direct. Parce que c'est littéralement la définition même de la violence. Est-ce que je pense que c'est un sévice? Non. Et c'est pour ça que moi, du coup, on va être d'accord là-dessus, c'est que je suis un peu entre deux, parce que je pense qu'il y a la différence entre châtiment corporel, violence, il y a des degrés. Si tu prends une ceinture pour frapper ton enfant, des objets, pour moi, c'est non directement. C'est en ce sens-là que je peux vous entendre. Et il y a une chose qu'on n'a pas parlé sur ce plateau. Je vais aussi parler de mon histoire du coup. À titre personnel, moi, je me considère pas du tout comme une enfant battue, mais j'ai pris des gifles, j'ai pris des fessées qui m'ont laissé des marques, pas 3 mois, mais ça a tapé assez fort pour que ça se voit, ça me faisait des hématomes. Et pourtant, je n'en veux absolument pas à ma famille. Pas du tout. Vraiment, je n'ai pas été traumatisée. Je parle vraiment à titre personnel. On n'a pas tous la même sensibilité. Je n'ai pas été traumatisée. En revanche, dans ma famille, on a un rapport très... on fait des châtiments verbaux, voilà. On a une violence verbale qui est très, très forte. Et ça, par contre, ça m'a fait des traces indélébiles. Donc, moi, si tu me posais la question en tant qu'enfant, qu'est-ce qui m'a le plus traumatisée dans mon éducation? Ben, moi, c'était les mots. Il y a des paroles qu'on m'a dit qui m'ont traumatisée, que j'oublierai jamais, alors qu'il n'y a pas une seule gifle ou une seule fessée où je me dis « Oh mon Dieu, ça m'a fait laisser des marques. » Avec des hématomes, je me pose des questions. Oui, je comprends. Désolé, là. J'avoue, moi aussi. Là, on va un peu plus loin. Oui, non, mais bien sûr. Bah, tu sais, ça va vite, hein. Moi, j'ai la petite marque. C'était tac, tu le fais plus. Mais si je vois des hématomes sur un enfant, mais pour moi, c'est même pas une fessée, ça. Pour moi, c'est une tape. Pour moi, une fessée, c'est quand on tape. Mais la question, c'est à quoi ça sert?
À quoi ça sert en fait de frapper, même dans ce que vous dites, sans que genre même il y a un bleu et tout. C'est-à-dire que les spécialistes d'éducation vraiment vous disent genre ça ne sert à rien. Ce n'est pas une bonne manière d'apprendre à l'enfant à faire ou à ne pas faire quelque chose. Il y a d'autres mécanismes en fait à mettre en place lorsqu'on est un parent notamment, parce que là on parle des parents, mais parfois c'est aussi par exemple les professeurs des écoles. Hein. Oui, on en a vu. Qui se souvient, je ne sais pas si vous avez connu, moi j'avais une prof, j'étais tétanisé, c'était mets les mains comme ça. Et avec sa règle en métal, elle faisait comme ça. Mais ça passerait pas aujourd'hui. Non, mais ça passerait pas, mais parce que ça sert à rien. Ah, mais ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Derrière, l'enfant refait. Exactement. Au pire, ça le traumatisme. Au mieux, il n'a rien compris, en fait, à ce qui se passe. C'est comme aller au coin. Enfin, tout ce genre de punition, ça sert à rien. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas encadrer les enfants. Et lorsqu'ils font des bêtises, il faut leur expliquer en quoi la bêtise qu'ils ont faite, il ne faut pas qu'ils la recommencent. Mais il y a d'autres façons de le faire. Tu peux pas comparer avec le coin. Non, mais c'est tout aussi con. Une punition. Oui, mais. Je suis d'accord. C'est pas pareil que du physique, tu vois. Il faut bien punir à un moment donné, il faut bien trouver un truc. Ou le reste de ta chambre. Il y en a qui pensent que dans l'éducation, tu ne peux pas mettre de punition, ça ne va rien apprendre. Et moi, je trouve qu'on tombe, mais dans une mouvance qui se veut de plus en plus laxiste. Et je ne suis pas sûre que ça va faire des bons adultes. Par exemple, tu vois, parler de pas le coin, de pas du tout faire de punition. Tu vois, parce qu'en fait, on parle en psychologie de donner, en fait. Tu peux aussi apprendre à quelqu'un en lui donnant des récompenses. Au lieu de punir, les choses qui font mal, tu peux juste mettre en avant toujours les choses qui font bien. Et oui, tu peux aussi faire les deux. Et en fait, c'est difficile de trouver en vrai, parce que moi, j'ai peur aussi des fois qu'on tombe sur des enfants qui ne connaissent absolument pas la frustration, qui ne connaissent pas le mot non, et que ça devient des adultes qui vont être fort, fort malheureux. Parce que la société, c'est que des noms et que des frustrations. Encore une fois, tu peux dire non à un enfant sans lui donner une fessée ou sans le mettre dans un placard. Absolument. Tu vois, après, il y aura toujours des gens... gens... Nous, Harry Potter, on va se calmer. Les amis, il y a des parents qui font ça. Il y aura toujours des gens qui diront, mais tant que vous n'avez pas d'enfant, donc tant que nous n'avons pas d'enfant, vous êtes qui pour juger? Sauf que nous avons tous été des enfants. Ouais, et ça, c'est ce qui nous lie. C'est pour ça que moi, c'est dur pour moi de répondre à cette question, parce que je fais un peu partie de cette école-là. Quand j'ai pas vécu quelque chose, je peux pas vous dire comment je réagirais. Mais moi, tu l'as vécu en tant qu'enfant. Oui, mais pas en tant que parent. Et je pense que quand tu deviens mère ou père ou parent, ça change la donne. Là, aujourd'hui, si vous me posez la question, moi, je suis contre les châtiments corporels. Mais reposez-moi la question le jour où je serai mère de 5 gosses, si ça m'arrive un jour, et que je pète les... Tu vois? Mais la société, elle évolue, tu vois. Quand on a interdit les châtiments corporels dans les écoles, c'est-à-dire les coups sur les règles, etc., et ça, pour le coup, c'était il y a des dizaines d'années, les profs, ils ont dit « Ah, mais c'est pas possible, on va plus réussir à éduquer les enfants, on va plus pouvoir s'en occuper, parce que vous comprenez, ils font n'importe quoi dans la classe, il faut absolument qu'on puisse les frapper avec un martinet, des règles, etc. » C'est le cas. Et comment? C'est le cas en France. C'est le cas au En collège. France, moi, je vois des dingueries sur vos écoles et vos classes. Mais c'est pas lié. Moi, génération au collège, mais on était des bordels ambulants. Mais c'est vrai, mais c'est pas lié. Je peux te dire que c'était la même chose dans les années 30, tu vois, enfin, quand on frappait les enfants. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de... Pourquoi il rigole, lui? Non, pardon. Non, c'est très intéressant plus que tu dis. Parce que c'est les coups de règle et tout. Non, parce que moi, j'ai donné les exemples des coups de règle et t'as dit oui, mais ça se passait il y a des dizaines d'années. Je vous ai entendu, je suis un dinosaure. Non, mais je pense qu'ils étaient un peu hors la loi, là, tes profs. Oui, complètement, c'était les années 50, ça. Même à génération, j'ai fait au porte-manteau et tout. Hein. Quoi? Par des profs, mais de fou. Au porte-manteau? Mais c'est pas vrai. On t'a accroché au porte-manteau? Mais je te jure que c'est vrai. Tu vis dans une BD? C'est quoi? Au collège, en collège 5e, t'es comme ça. Mais attends, mais j'aurais pu mettre ces deux. Mon prof d'histoire, il me soulevait par les vêtements. Foutez. Mais tu sais que ça me choque. Tu sais que moi j'ai un prof de gym. Mais nous, on trouve ça drôle. Moi j'ai un prof de gym. Alors c'est vrai que j'étais assez insupportable, mais on était à la piscine. Oui, complètement. Moi j'étais soit la chouchou des professeurs, soit celle qui se faisait toujours foutre dehors. Et lui il m'aimait pas en l'occurrence. Et il m'avait tapé avec la frite pour nager. Mais c'est quoi vous il t'a frité? Il t'a frité? Il m'a frité, ouais, exactement. Et tu sais que ça m'avait... Je m'étais dit, mais ça m'avait pas fait mal, tu vois. Mais je m'étais dit, mais il est malade. Est-ce que toi, tu... complètement. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta frite, grand débile? Et toi, de dire... Nous, c'était des trucs de fou. Avec ce prof-là, le but, c'était de le faire vriller. Et en fait, il me courait après dans la pièce. Entre les tables et tout, dès qu'il nous chopait, il nous montait en l'air. Mais ah non, mais là, c'est de la strangulation, là, à ce stade-là. La strangulation, non, mais... C'était de la dorsation. Il y a des fois, ça a fini par aller très loin. Mais aujourd'hui, ça passerait plus du tout. Ça, je comprends pourquoi il est comme ça, maintenant. Et ça n'aurait jamais dû passer à l'époque non plus. Allez, on change d'Aja Cocktail, on découvre un nouvel ingrédient. On va vous parler des candidats de télé-réalité et de la fast fashion. La fast fashion, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler. Peut-être que nous-mêmes, nous sommes des consommateurs, certainement de fast fashion. On va aussi nourrir ce débat de nos propres exemples. Pourquoi, par contre, les candidats de télé-réalité
font autant la publicité de la fast fashion alors qu'ils ne les porteraient pas. Les vêtements, on va regarder, et elle n'est pas la seule, c'est important de le dire, c'est qu'au moment où on fabrique cette émission, c'est une story de jazz, une publicité de jazz qui a été faite, mais elle n'est pas du tout la seule, donc je ne veux pas qu'on lui tombe dessus du tout. On est juste là pour commenter, regardez. Les filles, je suis trop contente, j'ai reçu mon nouveau colis de chez Shein et il y avait vraiment un article en particulier que j'avais trop hâte de recevoir, c'est ce manteau. Voilà, moi, comme vous voyez, je suis une adepte des Walt Disney. Là, je regarde Cendrillon. Celui-ci, il me fait vraiment penser à Cruella. Dans les 101 Dalmatiens, je trouve ça trop stylé et vraiment pas cher. Ce genre de fourrure, vous l'achetez dans une grande enseigne, il vous coûterait une fortune, ce serait identiquement la même qualité. Le même. Attendez, je monte debout sur le lit pour vous montrer la longueur. Il est incroyable, j'adore. Voilà, et il y a de nombreux influenceurs et influenceuses aussi qui font la publicité. Je vous propose de regarder un florilège vidéo. Alors, ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, on a vu la publicité de Jazz, c'est « mais je comprends pas, je te vois toute la journée en Hermès, en Fendi, en Gucci, en Prada, mais comment se fait-il » Voilà, donc ça c'est un extrait de certaines photos de son compte Instagram. Alors, vous allez tenter de répondre, on va tenter de répondre à cette question. Pourquoi les candidats de télé-réalité font la publicité de fast fashion qu'ils ne porteraient pas ? Pablo? Bon, moi déjà, je suppose que les gens qui font les pubs, je sais pas moi, pour un yaourt Danone, c'est pas forcément qu'ils ont que des Danone en fait dans leur frigidaire, tu vois. C'est vrai. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est à peu près évident qu'ils le font pour le fric. Ces grandes enseignes, notamment Chine, les payent pour faire du placement de produits et donc ils acceptent de faire du placement de produits, même si elle dit que c'est absolument génial, le manteau c'est exactement le même que si elle a acheté machin. Bon, elle préfère quand même avoir le vrai manteau en vraie fourrure de chez Fendi ou je sais pas quoi. En revanche, il y a quand même un vrai problème avec Shein et avec toutes ces enseignes de fast fashion. Enfin, c'est genre, il est double. Le premier, c'est les questions écologiques, c'est-à-dire que si on commence tous à mettre des t-shirts qui coûtent genre 50 centimes et qu'on en achète 10 par jour parce que finalement on a les moyens, beaucoup de gens ont les moyens de se payer 10 t-shirts par jour, genre la planète, on peut lui dire au revoir en espace de pas beaucoup d'années, tu vois. Et d'ailleurs, on est sur cette pente-là. Donc écologiquement, c'est une catastrophe. L'industrie du textile et l'industrie de la mode est une des plus écocides, c'est-à-dire qu'elle détruit genre des écosystèmes entiers et elle pollue notamment l'atmosphère. Et après, il y a une deuxième chose, c'est les conditions de travail des gens qui travaillent pour faire ces vêtements, c'est absolument catastrophique. Donc ça passe par les Ouïghours, c'est-à-dire du travail forcé en Chine, et quand c'est pas en Chine, c'est dans d'autres pays dans lesquels ils sont payés mais une bouchée de pain, genre il y a des enfants qui travaillent, enfin vraiment c'est ultra documenté. Tapez Chine travail des enfants ou travail forcé, vous allez voir, c'est documenté par des ONG et des associations qui font ce travail-là. Donc il faut vraiment essayer d'éviter un maximum d'aller vers ça. Mais après, vraiment, ces influenceurs et influenceuses, ils le font parce qu'ils gagnent du fric, c'est tout. Sacha, toi, on t'a déjà proposé les Chines, etc., la fast fashion, de faire de la publicité. Fashion Nova, beaucoup aussi. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas fait parce que c'était pas dans ce que je voulais. Après, fondamentalement, j'ai rien contre ça. Encore une fois, il y a deux choses, parce que je suis 100% d'accord de toute façon avec tout ce que tu viens de dire. C'est compliqué d'aller contre, mais j'ajouterais peut-être deux choses. La première, c'est déjà en tant qu'influenceur, tu te dois, entre guillemets, si tu es un influenceur mode, d'être en avance sur la mode. Je m'explique. C'est que vraiment, tu vas avoir... Si tu veux que les gens continuent de te suivre, il faut que tu réussisses à être innovant dans tes tenues et qu'elles soient tendantes, qu'elles soient belles. Et je vais prendre là un exemple de quelqu'un que je connais très bien, qui est très doué là-dedans, pour le coup, qui est Emma. Je suis désolé, elle fait des tenues de fou. Elle est trop forte en tant qu'influenceuse mode.
elle est incroyable. Enfin, je veux dire, si tu veux, en tant que femme, être à la pointe de la mode, c'est le parfait exemple, tu vois. Parce qu'il elle se renouvelle tout le temps. Et je trouve que... Via Chine, etc. Alors, Chine ou d'autres. Elle fait beaucoup aussi, elle achète de la seconde main, elle achète plein d'autres choses. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle renouvelle sa garde-robe beaucoup. Donc, comme beaucoup d'influenceurs mode, pour être suivi, pour être tendance, et donc ça, on va au-delà de l'argent. C'est juste pour continuer ton business. Parce que c'est ton business. Aujourd'hui, les influenceurs sont les nouveaux panneaux publicitaires. Mais il y a quelques années, ça aurait été mis sur un panneau publicitaire et ça aurait dérangé personne. Est-ce que c'est inévitable de passer par la fast fashion? Non, mais c'est pas inévitable. Non, mais il a dit, il y a la seconde main. J'ai dit, il y a la seconde main. Ouais, mais la seconde main, à part Vinted, qui est entre guillemets un site de proximité, non, j'ai pas envie de leur faire de la pub. Mais tu vas aller où? Tu vas aller dans les friperies à côté de chez toi? Ouais, dans les friperies, bien sûr. Mais t'en as pas partout. C'est pas la facilité alors où on veut être. Surtout à Paris, des colis très rapidement. C'est une question d'argent aussi, dans le sens que le public, il n'a pas forcément les moyens non plus de s'acheter voilà, un Fendi, un Dior ou quoi que ce soit. Il voit hypothétiquement le même à 20 €, il l'achète et le paie même parfois en 3 fois. Donc, parce que tu peux le faire. En soi, malheureusement, le business mode, c'est un business des plus grands au monde, surtout en France, parce que Paris, comme en Italie, voilà. Et ça ne s'arrêtera jamais. La chose importante, la seule chose que nous, autant que consommateurs, on peut faire, c'est choisir la bonne démarche et éventuellement la bonne marque. Bon, qui s'habille en fast fashion de temps en temps? Mais moi, pas que de temps en temps. Hein. Ah ouais. Alors, je n'ai jamais commandé sur Chine, moi, tout ça. Moi non plus, mais je sais pas, est-ce que mais Zara, bien sûr, c'est de la fast fashion. C'est considéré comme de la fast fashion. Bah oui. Je vais même te dire, on parlait même de Nike, hein, dans certains articles. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai pas d'article Fendi, Gucci, tout, j'ai rien de tout ça. Parce que déjà, moi, à titre personnel, je me vois pas mettre 1500 balles dans un vêtement. Tu vois, ou 1000 balles dans un vêtement. Ça me sort par les yeux. À 1500 balles, on va faire un week-end en amoureux, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu peux même te barrer un une semaine. Bon week-end. Ouais, ou un gros week-end. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà. Donc du coup, oui, moi je vais acheter du Zara, du Poulain de Bière et tout. Donc si ça c'est la fast fashion, je ne m'habille que comme ça. C'est la fast fashion à partir du moment où ils ont arrêté complètement d'avoir 4 collections par an. À la base, c'était 2 collections. Ouais. C'était hiver et été. Il y a plusieurs décennies. Giorgio Armani, il avait dit ça. Voilà. Après, c'est passé à 4 collections. Il y a eu printemps, automne, hiver, été, bon bref, je l'ai fait dans le désordre. Et maintenant, tu as les collections croisières et tu as les Zara, les Bershka et tout qui ont une collection tous les 15 jours. Ouais, ça c'est... Là, nous sommes arrivés à 6 collections, parce que tu sais que je suis directeur de boutique. Oui, mais là, tu parles du luxe et du haut de gamme. Alors, non, mais en général, on est sur le 6, et ça, c'est le problème. Justement, par exemple, Giorgio Armani, bien évidemment, ça reste Giorgio Armani, donc c'est hyper cher, mais il voulait rester comme les années 60 ou 70, où ils avaient, comme tu as bien expliqué... 2 collections. C'était l'hiver, c'était l'été. C'est tout. Et lui, il continue sur cette idée-là. Mais malheureusement, on est tous victimes de fast fashion. Mais parce qu'on est consommateurs de la fast fashion. C'est nous qu'on demande plus et ils nous donnent plus parce qu'on veut plus. C'est un chien qui déjà ça. Alors c'est pas nous qui allons changer cette phase-là. C'est pas nous en tant qu'individus. C'est donc au gouvernement à faire quelque chose. C'est donc au gouvernement à légiférer. En fait, je vais faire un parallèle avec l'alimentation. Parce que aussi un sujet qu'on a déjà abordé, c'est compliqué de culpabiliser les gens sur leur mauvaise alimentation, sur le fast-food, sur tous les produits. Moi, je trouve pas. Alors, je respecte, let's agree to disagree, mais de mon point de vue, c'est compliqué de dire aux gens, vous devez manger mieux, chose que moi, personnellement, je fais. En fait, c'est une histoire de quels sont nos budgets. On n'a pas tous les mêmes moyens, ni sur ce plateau. En France, on est très bien lotis. Pour l'alimentation, contrairement aux États-Unis. Oui, mais on peut toujours trouver pire ailleurs. Le panier moyen aujourd'hui, le panier moyen il y a 15 ans, c'est affolant quand tu vois les chiffres. Ah non, mais ça, bien évidemment. Mais en France, on a cette chance-là dans ce pays, c'est pas le sujet, mais on peut bien manger. Mais si c'est le sujet, parce qu'en fait, c'est que oui, on est des privilégiés, mais dans ces privilèges-là, il y a des gens qui sont moins privilégiés que d'autres, et il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens. Vous parlez des friperies. Depuis que c'est devenu à la mode, mais les prix des friperies, elles ont enflé. Donc je suis désolée, mais il y a des gens, ils aimeraient bien faire mieux, mais ils ne peuvent pas forcément. Et c'est dur de culpabiliser les gens là-dessus. Et moi, je veux bien qu'on parle des vêtements, des machins. Moi, déjà, je ne fais pas très souvent du shopping, mais on regarde. Mais pardon, hein, là, je n'ai pas le mien, mais on a tous le même téléphone. Hein. Oui. Renseignez-vous sur les matériaux qui sont là-dedans et qui c'est qui. Comment tu balances Et renseignez-vous, parce qu'on peut critiquer ça, mais dans ce cas-là, on peut critiquer ce qu'on mange ici, ce qu'on consomme là. Et l'important, c'est de faire mieux dans ses capacités au quotidien, de mon point de vue. Oui, mais... On revient à ce qu'on dit.
je disais, c'est nous-mêmes Oui. qu'on incite. Ah, moi je suis d'accord avec toi. Mais il y, a complètement. aussi, il y a aussi ce que disait Sam sur genre le politique peut aussi faire des choses et légiférer. Tout à fait. Parce que par exemple, si tu fais rentrer en considération la façon dont ça a été produit, si par exemple l'Union européenne demandait vraiment aux produits qui rentrent dans notre marché et qui viennent de pays étrangers, s'ils demandaient genre d'où ça vient exactement, d'où viennent tous vos produits, comment ils ont été construits, etc., où est-ce qu'ils ont été assemblés, je peux vous dire qu'il y aurait beaucoup de produits qui resteraient à la frontière. Mais aujourd'hui, l'Union européenne ferme les yeux, elle dit bon, écoutez, si dans la chaîne il y a des matériaux ou des trucs qui ont été assemblés par des enfants, c'est pas grave, de toute façon on sait pas, etc. Bah ça c'est pas possible. Deuxièmement, tu peux faire rentrer dans le prix et taxer de façon plus importante lorsque tous tes matériaux consomment énormément de matières premières et d'eau, et donc ont un coût carbone et qui sont vraiment catastrophiques pour l'environnement. Mais par contre, parce que moi je travaille pour une boîte Exactement, comme ça, t'as raison. mais les vêtements qu'on produise, oui, ils coûtent nous très coûtent cher. beaucoup plus cher, par contre, Mais Et ça à me fait niveau chier. d'écologie, on est T'as parfait. raison. Et ça, c'est chiant parce que du coup, ça Mais met ça une coûte barrière plus cher. d'entrée. C'est-à-dire que les riches, en gros, t'es milliardaire, tu pourras toujours continuer à t'acheter 25 t-shirts par jour, alors que les pauvres, si tu mets des t-shirts beaucoup plus chers, eux, ils pourront plus en acheter qu'un tous les 3 mois. Et ça, c'est un vrai problème. Mais là, on revient à la question de déjà qu'ils l'égalité. arrêtent de prendre des Moi, jets j'aimerais... privés. Exactement. Mais ça, c'est un autre sujet aussi. Ça, Et on va conclure ce sujet de la fast fashion avec un extrait vidéo de Lena Situation. Je vous propose de regarder. Quelle est la décision la plus difficile que tu aies dû prendre dans ta carrière? Vraiment liée aux réseaux sociaux. Ah, c'est de dire non, hein. Il y a un projet vraiment auquel tu as dit non et c'était très dur. Ah, c'est dur de dire non à un certain chèque. Mais quand ça ne touche pas à tes valeurs, tu dis non et tu réfléchis pas. J'ai une marque de fast fashion qui m'a proposé, ils m'ont dit, en échange d'une co-création, j'ai jamais bossé avec eux, mais ils m'ont dit, on te laisse le chèque et t'écris le montant que tu veux. Je suis en mode, non, je peux pas. On dirait un film. Ouais, on dirait un film. J'étais en mode, est-ce que c'est le Wall Street? Est-ce que c'est un prank? Est-ce que... Voilà, donc c'était Lena Situation, une interview avec Alix Grousset. Anouchka. Je trouve que ça montre exactement ce que je disais avant. Le problème, c'est qu'elle a le privilège de pouvoir refuser. Bravo. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et bravo à elle, félicitations. Mais tu peux te permettre, ma grande. Elle Mais peut il y en a choisir beaucoup de dire non. où tu me dis, vas-y, tu mets le montant que tu veux, tu y réfléchis à 2 fois. Et je pensais même pas par rapport à ça, je pensais au niveau consommateur. Mais bien tu sûr. vois. Non, mais Elle bien peut sûr. se permettre Mais de elle choisir peut des influer pièces. sur les consommations. Oui. C'est pour ça que je te dis ça. C'est encore plus. Ok, elle peut s'acheter tout ce qu'elle veut, mais dans ce cas, il y a plein de gens. Mes parents, ils peuvent s'acheter tout ce qu'ils veulent. Ils gagnent pas autant d'argent que Lena Situation. D'accord. En revanche, elle peut influer sur tout. Elle pourrait légitimement se dire, vas-y, je vous mets 150 000 là. Mais par contre, ok. Je suis désolé, mais même quand tu as déjà du pognon, même si c'est 100 000 ou j'en sais rien, mais un gros chiffre comme ça, tu t'y réfléchis. Tu vois. Et elle a refusé. Donc c'est là où pour moi, c'est encore plus fort. On va enchaîner avec notre 4e ingrédient. On va vous parler de Nabila et Thomas. Et on va soulever la question suivante. Les parents doivent-ils faire preuve de pudeur devant leurs enfants? À titre perso, moi je la trouve trop mignonne cette vidéo. Regardez. Santé. Guys, pourquoi vous êtes énervés? Non mais vous savez que là, ils sont énervés contre nous parce qu'on s'est juste fait un petit bisou. Et on n'a pas le droit de faire de bisous, c'est interdit. C'est un vrai sujet, en vrai, qui nous a tous concernés quand on était enfant. Oui. J'ai une question. C'est pas Toujours pour ça maintenant. qui me vient. Ouais, ah bon, toujours maintenant? Bah ouais. Pour toi, les parents doivent faire preuve de pudeur devant leurs enfants? Non, c'est pas le sujet. Enfin, bien sûr qu'ils ont le droit de le faire. Mais là, faut pas non plus en faire tout un cake. C'est-à-dire que, ok, quand tes parents se font un bisou sur la bouche, même moi, j'ai 36 balais, tu vois, quand ils se font un bisou sur la bouche, je fais oh, comme ça. Enfin, mais c'est pour rire. T'es comme les enfants de Nabila. Exactement pareil. Je suis comme les enfants de Nabila. Pour autant, ils ont bien sûr le droit de se faire des bisous sur la bouche, tu vois. Bah oui. Après, moi, je trouve ça important qu'il y ait des tabous dans notre société, tu vois. Et par exemple, la sexualité des parents, de tes parents, je considère que c'est bien que ça reste vraiment tabou, et je préfère ne pas y penser, et tu vois que... Et encore moins le voir. Et vraiment le voir, non, je préfère, je veux pas l'imaginer. Mais c'est pas pour autant qu'ils ont pas le droit de le faire. Enfin, bien sûr que oui, ils sont libres de leurs actes et d'avoir des relations sexuelles entre eux. Mais tu vois, c'est pour ça, là, la réaction des enfants, c'est des petits-enfants, les enfants de Nabila, tu vois. Et mais ils ont le droit, moi je trouve ça tout à fait naturel, j'étais comme ça à leur âge, et je suis toujours comme ça. Mais surtout que je pense surtout, et ça arrive à tout le monde, là c'est surtout plus une jalousie envers les filles de la souvent c'est la maman. Moi je voyais ma mère faire un bisou à mon père, je dis mais non, parce que c'est ta maman et papa il n'a pas le droit de faire ça. Donc voilà, après la sexualité, c'est encore autre chose. Moi, je me rappelle une fois, je me suis réveillé, j'ai vu la porte de la chambre de mes parents fermée.
Alors que j'avais l'habitude d'avoir toujours, j'ai tout compris, je dis non, ça va pas le faire là, je veux dormir tout de suite. Ça me gêne. Alors que ma famille, on n'est pas du tout pudique, mais vraiment pas. Hein. Mais là, c'était plus, je trouve, la jalousie de le fait que maman faisait un bisou à papa. Sacha, Bah, la pour le coup, pudeur moi- au niveau familial. À ce niveau-là, encore une fois, on n'a pas beaucoup de tabous, donc on parle de tout ça très librement. Donc moi, j'ai été éduqué comme ça. Ce qui fait que moi, que mes parents se fassent un bisou, ça m'a jamais dérangé, ça a été toujours très naturel. Donc je n'avais pas de souci là-dessus. Et je pense que notamment, ça soulève... Alors, moi, ça me fait soulever deux questions. C'est notamment aussi dans l'éducation qu'on donne à nos enfants. Un sujet que je trouve dommage qu'il soit tabou, c'est justement la sexualité. Parce que lorsque tes enfants deviennent adolescents, préadolescents, et surtout, et là je vais volontairement préciser, les jeunes filles, plus que les jeunes garçons où ont quand même moins de problématiques, y a des familles où c'est tabou de parler de ça. Et le problème, c'est qu'une jeune fille a besoin d'être accompagnée, je pense. Oui, J'en un suis jeune pas garçon une. aussi. Mais, non, mais différemment, mais les jeunes garçons aussi. Oh bah mais non, pas pour pourquoi la même chose. différemment Ton corps change en tant que femme. Mais en tant qu'homme Et aussi. ça- Oui, mais c'est... bon, d'accord, ok, on va dire les deux. Bon, peut-être. Mais on va dire un jeune garçon ou fille a besoin d'être accompagné à ce niveau-là en gagnant en maturité, je trouve. Mais c'est à mon sens, encore une fois, c'est un peu le rôle des parents aussi de faire ça. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails, hein. Attention, par exemple, d'expliquer comment ça se passe. Mais au moins de pouvoir libérer la parole sur ce sujet. Comme ça, si un jour ils ont des vraies questions où ils sont pas à l'aise, ils ont besoin de réponses, mais ils ne se voient pas dire ça à un copain de classe, ils peuvent t'en parler. C'est marrant, moi je suis pas du tout d'accord avec ça, ou plutôt j'estime que c'est pas la mission première des parents, tu vois. Moi il y a d'autres endroits en fait où tu peux apprendre à devenir un homme ou à devenir une femme, tu peux apprendre la sexualité en dehors de la transmission des parents. Il y a d'abord l'école. Bon, c'est peut-être pas non plus le meilleur des endroits. Ça fait mais il y a bondir aussi plein de parents, ça. Je sais, mais ça existe. Il y a une éducation sexuelle qui est dispensée par l'éducation nationale. Après, tu as genre les amis. Mine de rien, moi c'est comme ça que je me suis appris. C'est comme ça que j'ai appris. Comment? C'est pas toujours le Non, mieux c'est pas plus, toujours parce mieux, mais moi, j'avais qu'entre pas envie d'en parler avec mes garçons, bas âge, on n'est pas le plus Je intelligent. suis d'accord. Mais T'as après, pas toujours t'as des bons d'autres- amis. Attends, et il y a d'autres référents adultes. Tu vois, t'es pas obligé d'en parler avec tes parents, mais tu peux en parler par exemple avec tes oncles et tes tantes. Tu peux en parler avec tes cousins qui sont plus grands. Enfin, je veux dire, moi vraiment, cette question du tabou, genre de la sexualité de mes parents, elle est genre centrale dans ma vie, tu vois. Et genre, j'ai d'autres référents, tu vois, pour apprendre à être un homme sexuel. S'il y avait moins tabou dans la famille à niveau sexuel, par exemple, un jeune garçon qui avait besoin de s'exprimer son homosexualité, il n'aurait pas peur de le faire, tu vois. Il n'aurait pas peur de se faire chasser, il n'aurait pas peur de se faire refuser par sa famille. Alors que le tabou crée malheureusement des silences. Le silence, ça fait un vide. Et le vide, ça fait du noir dans toi et t'as peur. Enfin, moi, par exemple, il y avait des tabous. Il y avait un tabou sur la sexualité. C'est pas pour autant que ma famille était homophobe. Ils n'ont pas eu de problème avec mon homosexualité. Tu vois. Enfin, c'est complètement détaché. Hein. Anouchka, tu t'es pas exprimée sur le sujet de la pudeur au sein de la famille. C'est quoi une famille? Je plaisante. Je plaisante. Vous avez 2 heures. Je plaisante. Je le sens, c'est la famille. En fait, j'ai l'impression qu'on mélange un peu des sujets parce que je trouve qu'il y a une différence entre parler de sexualité et parler de la sexualité de ses parents. C'est-à-dire que quand on parle d'éducation sexuelle, je n'ai pas envie de savoir ce que eux ils font, ce que eux ils pratiquent forcément. Moi, c'est vrai que ça, je suis plutôt contre. Et par rapport à la vidéo, quand on se fait des bisous et tout, pour moi, ça me dérange pas. En fait, c'est la question aussi de où est la limite. C'est des parents qui s'embrassent devant moi, il n'y aura pas de problème. Des parents qui pratiquent un coït devant moi, je me poserai des questions sur la sainteté de la famille. Mais non, mais je trouve que c'est une question qui peut se poser. Par exemple, si tu as un bébé en bas âge, tu as un berceau dans ta chambre, tu décides Mais non. Tu te débrouilles, tu alors, votes pas. de mon point de vue à moi... Va jusqu'au bout. Ouais, de mon point de vue à moi, je pourrais pas le faire. Ça me bloquerait. Même quand mon chien était dans la chambre... Ah oui. Toi aussi? Ah bah oui, moi Yvette, je suis gêné. Hein. Quand Je peux elle pas. est sur le pareil. lit et qu'il commence à se passer le début Ah, mais en de plus, quelque sur chose... le lit, non, c'est mort. Mais moi, je les laissais pas monter sur le lit. Mais même qu'ils soient dans la chambre, c'est bête. Mais ça me dérangeait qu'ils voient ça. Moi, j'ai T'as l'impression qu'il te regarde. T'as l'impression qu'il te Mais regarde. il te regarde, Mais c'est pas vas-y, une arrête de impression. regarder, toi. Tu fais coquin, va. Justement, j'ai couché avec un mec et c'était pas mal la chienne, hein, mais il y avait un chien. Non, mais enfin, peut-être un peu, mais il y avait une petite chienne à côté. Mais j'étais à 4 pattes, il y avait une chienne à côté. On écoute Hermano. Mais excusez-moi, je vous raconte ma vie. On parle de la pudeur, tu vois, ça, c'est trop. Je suis pas pudique, moi. Il y avait un chien. Moi, j'étais un chien aussi. Elle me regardait, je me suis senti hyper gêné. Ah, c'est bloquant. meilleur que toi.
C'est Voilà. bloquant. C'est bloquant. Moi, devant Yvette, c'est comme si c'était devant mon gosse. Voilà. C'est pas possible, parce que tu vois, des fois, t'oublies. Oui. Voilà. Mais il y a des pédopsychiatres qui disent que de tel an à tel an, l'enfant ne va pas s'en rappeler, ça va pas faire de traumatisme. Et que si t'as un... Parce que aussi, on peut se poser la question... Pédopsychiatre, c'est pas psychiatre pour les chiens. Oui, c'est vrai. Des fois que. Des fois, tu as un enfant aussi la sexualité. Du coup, les jeunes parents, ils font comment pour ceux qui veulent faire du cododo ou avoir un enfant dans un berceau dans la chambre, ils le font quand. Donc tu vois, c'est un peu une question des limites. Si je te dérange, Sacha, tu me dis. Hein. Non, excuse-moi, je Non, cherche un mais bras. n'hésite pas. Et il faisait comment à l'époque? Moi, je me souviens. C'est très intéressant par rapport au syndrome, tu sais, le petit garçon par rapport à la maman. C'est Oedipe, comme lui Oedipe, parlait. Voilà, ouais, justement, t'as le. Mais ça n'a rien à voir. C'est le fait que le petit garçon aimerait être son père. Oula, ça part dans tous les sens, là. Non, mais c'était bon. Non, mais du coup, ça. Non, mais moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Ma grand-mère, elle me racontait toujours cette histoire. À l'époque où ils vivaient en Algérie, ils étaient 7 enfants, etc. Il n'y avait pas la place. Ils dormaient quasiment tous dans la même chambre. Tu avais les 3-4 enfants dans la chambre avec les parents parce qu'il n'y avait pas la place de faire autrement. Et fallait trouver le moyen de faire des câlins. Bah comment ils sont nés les autres gosses? Ah bah ouais, oui. Non, mais il n'y a pas que des espaces, il y a aussi des espaces extérieurs, tu vois. Oui, t'es pas obligé de le faire forcément dans un lit. T'es obligé de le faire coller à tes enfants. Ni dans un lit. Mais alors c'est horrible ce qu'elle me racontait, ma grand-mère. Mais c'est pour ça que c'est de savoir le curseur où on le met et tout. Moi, déjà rien que de regarder un film avec ma famille, avec mes grands-parents, et là il y a une scène de cul, je vous jure, j'ai été... C'est vrai, c'est vrai. Je me disais, est-ce qu'ils me regardent, me regarder Donc je regardais un peu comme ça en me disant, ça va bientôt se finir. Tu vas faire une tisane dans ces cas-là. Si, un peu quand même, ouais. Moi, à ce moment-là, ça me gênait. Donc, tu vois, c'est où est-ce qu'on met le curseur? Par exemple, un bisou, ça me dérangerait pas. J'ai aussi une ex-belle-mère qui parlait à mon ex. Enfin, je me rendais compte qu'elle lui racontait tout. Parce que ça allait pas bien avec son père au niveau sexuel. Et elle lui parlait comme si c'était son meilleur ami. Et moi, ça m'avait profondément choquée. J'étais là, mais... Parce que où est la limite, en fait? Tu vois, parent-enfant. Tu sais où elle est la limite? Non. Elle est au changement de sujet. Est-ce que je peux juste avoir votre avis sur une question, et c'est vraiment plein dans le sujet, juste une toute petite. Oui, vraiment. C'est un truc qui m'avait choqué un petit peu quand j'étais petit, c'est les parents, et je le cautionne, mais pas, enfin, qui font, au lieu de faire des bisous sur la joue, qui font des bisous sur la bouche à leurs enfants. Ah non. Et pourtant, il y en a plein qui font ça. Et moi, j'ai jamais été comme ça dans ma vie, et j'ai toujours trouvé ça super bizarre. J'ai jamais fait ça, mais il faut faire attention, c'est culturel en fait. Il y a des régions entières du monde où c'est comme ça qu'ils s'embrassent. Bon voilà. Cher Mano. Encore aujourd'hui? Ouais. Ouais. Parce que pour moi, c'est réservé à ta moitié. Ah mais ça me dégoûte. Dans certaines Mais moi, cultures. forcément, pour moi, c'est tellement... Enfin, je vois pas le vice Dans ta culture, parce que c'est- c'est normal. J'ai grandi comme Je ça. crois pas que ce soit... Il n'y a aucun vice, les gens, ils le font. Enfin, Mais moi, j'ai 43 ans. Moi, je trouve ça. Et j'ai fait un bisou sur la bouche à ma Ah mère. mais moi c'est pas le vice, hein, c'est que ça me dégoûte. Ouais, quoi. ouais, pareil. Partage de microbes. C'est ta mère, quand même, ta mère, non? Et alors, même mon mec, je mange pas après lui sur la même fourchette. T'es sérieux? Ah je peux pas. Et tu l'embrasses pas, tu l'embrasses avec un préservatif sur la bouche. Et ouais, C'est pas pareil dans le cadre. Pas en même J'ai temps. posé le dire. Pardon. On n'entend rien. Tu disais. Je disais, et ton mec, tu l'embrasses avec un préservatif. Oh, mais là, je le répète comme ça. Genre, ça n'a aucun sens, tu sais. Genre, à blanc. Oui, Tu vois, genre- je fais ça comme ça. Bah oui, mais t'es obligé quand tu l'embrasses sur la bouche, c'est comme si tu mangeais après avec Mais ta c'est pas fourchette. pareil, parce que c'est dans le cadre d'une excitation. Mais t'es là, arrête tes Les conneries. microbes, ils s'en branlent. Hein, enfin, c'est- ils sont là, genre, c'est parti. C'est des biais cognitifs, là. Il y a. Écoute, c'est le cerveau humain. Ouais. Voilà, Le c'est tien, comme ça. Exactement. Allez, on va enchaîner avec l'été vérité. Anouchka, tu as une question à poser à Pablo. Tablolito. El Pablo del mio cuore. Est-ce que c'est plus facile de se faire une place dans le monde des médias lorsqu'on est un journaliste gay ou lorsqu'on est un journaliste hétéro? C'est à l'heure d'aujourd'hui ou avant? Oui, bah oui. Non, Aujourd'hui. Évidemment. Oui, selon toi. En toute vraisemblance. J'avoue que je suis bien emmerdé pour répondre à cette question. Enfin, Pourquoi non, parce que en fait, il y a deux choses. Bien sûr que l'homosexualité est encore discriminée totalement dans notre société, malgré le fait qu'on est en 2025 et qu'on est censé avoir au moins l'égalité des droits entre les hétérosexuels et les homosexuels sur beaucoup de sujets. En revanche, c'est vrai qu'il y a des endroits de la société, et moi je le vois. Alors,
moi, avant d'être un homosexuel, la raison pour laquelle j'ai réussi à me faire une place à la télé, et je l'ai déjà dit, c'est plutôt que je suis un bourgeois. Et je suis un bourgeois, j'ai fait des études, et c'est ça qui a réussi à ce que je mette un pied dans la porte des médias, qu'on me laisse rentrer parce que je suis poli sur les plateaux, genre je présente bien, et même si tout le monde... Voilà, je suis plutôt mignon, exactement. Et là où d'autres gens de mon endroit politique, parce que moi je suis aussi de la gauche, tu vois. Enfin, donc il y a beaucoup de gens qui sont très énervés, et je suis très heureux en fait qu'ils soient très énervés. Moi je suis un peu plus poli qu'eux, tu vois, enfin, et un peu plus policé, on va dire. D'ailleurs parfois ça m'est reproché, et donc c'est ça qui a permis que je sois là. Et après, il y a un truc quand même sur l'homosexualité dans certains endroits, mais ça va avec la bourgeoisie, c'est genre homosexuel et bourgeois, c'est que quand je rencontre un autre homosexuel et bourgeois, et ben en fait il y a une espèce de connexion où genre même s'il est ministre, même s'il est député, on va dire de droite, et ben on va avoir une connivence en fait qui va permettre genre que je vais pas forcément que des hétérosexuels entre eux, que deux hommes hétérosexuels qui sont pas du même bord politique ne vont pas avoir faim. Et ça, je le remarque, et c'est une solidarité, on va dire, parce qu'on on sait qu'on appartient à la même communauté, tu vois, on partage en fait une espèce de communauté de destin, alors que ce sont mes adversaires politiques, tu vois. Et ça, je dis pas que ça m'a fait monter ou je sais pas quoi, tu vois, mais je vois que dans le milieu culturel, dans le milieu journalistique, etc., ça peut être un appui, un tremplin, faut se calmer, tu vois. Mais encore une fois, la première chose, et c'est vraiment la chose la plus importante, c'est qu'il faut être homosexuel et bourgeois. Genre, parce que si t'es pas bourgeois, tu vois, si t'es un homosexuel issu des catégories populaires, bon bah laisse tomber, enfin genre ça va primer sur tout et t'es dehors. C'est atroce, c'est un système classiste, mais bien évidemment, mais ça s'appelle la société française, tu vois. La société française, elle est classiste. Et donc il y a certains endroits auxquels tu n'as pas accès si t'as pas les codes, tu vois. Enfin, et moi j'ai fait Sciences Po, j'ai fait machin, donc genre on me dit bon bah voilà, je présente bien, bon là je suis en salopette, tu vois, mais genre je m'habille bien, tout ça, et quand bien même, exactement. Moi on accepte même que je vienne comme je veux à la télé, tu vois. Parce que j'ai mon patte blanche, que je parle comme les autres, tu vois. Alors, j'aimerais te remercier parce que c'est tellement rare d'avoir quelqu'un qui est au bénéfice d'un privilège, non mais un privilégié, et qui l'admet. Parce que sur ce plateau, on a essayé de discuter des nepo baby, ils ne veulent jamais l'admettre, des gens qui peuvent rentrer par des portes plus facilement de par leurs conditions sociales, genrées, etc. Et ils n'arrivent jamais à l'admettre comme si, mon Dieu, ça les décrédibilisait. Et tu vois, moi tu me dis ça, et c'est pas pour autant que je me dis, ah t'es un moins bon journaliste que ce que je pensais. Pour moi, tu es la même personne, mais qui admet juste qu'elle a eu de la chance une fois dans sa vie. Et tu peux avoir de la malchance à un autre moment de ta vie. Mais c'est génial d'avoir quelqu'un qui peut l'admettre. Il y a des codes qui te permettent d'aller loin, malheureusement ou pas. Ça marche comme ça. Que ce soit la famille, la beauté, il y a des codes qui sont comme ça. Ça fait partie. Moi, c'est comme ça pour tout le monde. Et ça sera malheureusement toujours comme ça. C'est horrible. Et moi, j'ai une question pour Anouchka. Allez. J'ai peur. Anouchka. Oui, c'est moi. Oui. Depuis que tu as participé à la Villa des Cœurs Brisés sur TFX, il y a maintenant plusieurs années. Oh bon, calme-toi, ça fait pas 2 ans encore. Oh, écoute. Ça fait pas encore 2 ans, tranquille. Oui, mais dans notre milieu, 2 ans, c'était l'époque. Oh mon Dieu, c'est vrai. Voilà. Tu restes très discrète sur ta vie amoureuse. Pourquoi? Parce qu'il y en a pas. Dis-nous tout. Arrête de parler. Non, arrête pas, c'est vraiment ça. Comment le regard de sorcière. Non, je rigole parce que de dire que je suis discrète, c'est très drôle parce que c'est pas l'objectif qui me colle vraiment à la peau. Sur ta vie amoureuse, si, hein. Bah oui. Bah pas tellement, parce que si vous allez sur ma chaîne YouTube, il y en a quand même 2 de vidéos où je chiale face cam et j'explique tous mes déboires amoureux. Donc oui, je suis une chialeuse, hein, c'est pas grave, ça passe vite. Oui, je pleure. On n'a pas honte de pleurer ici. Mais non, oh là là, oui, oh waouh. Ton rire cache quoi? Ouais, je suis mal à l'aise. Ah, toi, ça mal à l'aise. Oui, c'est vrai que je suis discrète sur la question, mais parce que déjà, c'est assez catastrophique. Donc, j'ai pas envie non plus de me plaindre tout le temps sur le fait que c'est catastrophique.
Parce que aussi, je vais assez chercher, on parlait des hommes toxiques avant, j'ai aussi ce truc dans le yin et le yang d'aller chercher des personnes qui vont m'apporter quelque chose et inversement. Moi, je vais amener une certaine folie, le côté artistique, le côté extraverti, peut-être un peu le glamour, les paillettes, mais à contrario, moi, je vais chercher des gens qui sont très très simples, qui, en fait, le profil type que j'ai, moi, c'est j'enchaîne les ingénieurs introvertis qui sont très 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 introvertes, qui, pour ne pas dire qu'ils n'aiment pas les gens. Donc déjà, ils n'ont pas envie de rencontrer des êtres humains, que ce soit professionnellement, même mes amis, ma famille, c'est toujours un peu compliqué. Misanthrope, c'est ça qu'on dit quand ils aiment ne pas aimer l'humanité. Les gens, totalement. Mais je trouvais que c'était un peu fort quand même, les pauvres. Mais... Ils sont casaniers, quoi. Ouais, ils sont casaniers et introvertes. Ils ont des problèmes sociaux, dans le sens à se faire des amis. Et oh là là, en fait, je bégaye parce que j'ai peur qu'ils voient ce passage. Et puis, c'est vrai que voilà, j'ai pas envie d'avoir un mec ou une meuf qui est forcément sur les réseaux, qui veut s'afficher. Enfin, j'aime bien les extrêmes et du coup, je vais respecter ça chez eux aussi. Et j'aimerais me dire que la personne que je vous présenterai, ce sera mon mari ou ma femme. Oula. Genre, ce sera... Ouais, on n'est jamais sûr de rien. Attends, c'est quelque chose, Sacha. Pour en parler, Mais j'aimerais que si je le montre, en fait, c'est pour vous dire, OK, là, c'est du concret. Pour l'instant, les gens que je vois, il n'y a pas à les montrer. Oui, mais toi, tu es prête. C'est ça le problème, parce que tu te plains de l'effet que, je n'ai pas rencontré, mais toi, tu es prête. Parce que perso, je te connais. Oui. Je te sens pas prête, en fait. Tu n'es pas prête. Tu ne sais pas qui tu es. Ah, si, ça, je sais. Enfin. Tu y travailles, on y travaille. Oh, tu y merci, travailles. parce que maintenant, je le sais. Je te sens pas prête dans le mood. Est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que c'est ça que j'attends? Et qui je veux dans ma vie? Merci. En fait, c'est ce que je veux. Si c'était un peu ça la question de base, c'est je veux. Bah, tu sais que c'est mon. Vu qu'on se connaît, que c'est mon deuxième rêve, c'est de fonder une famille. Et je veux ça plus que tout, me marier, avoir des enfants. Mais par contre, je veux pas plus que tout. Non, c'est faux. Je retire ce que j'ai dit parce que je ne veux pas ça plus que de prendre n'importe qui. Parce que si je voulais me marier et avoir des enfants, j'ai eu des propositions. Pas plus tard qu'il y a un mois, j'ai refusé une demande en mariage. Mais parce que c'est pas la bonne personne. Voilà. T'as refusé une demande en mariage? Elle était pétée, Mais c'est facile là, avec moi. Si tu veux m'avoir, tu essaies de me faire comprendre qu'on peut se caser, on peut se poser, on pourra avoir des enfants. C'est des paroles. Donne pas les tips. Ouais, non, mais... Regarde, tu vas recevoir des demandes en mariage par dizaines. Souvenez-vous exactement de ce qu'elle vient de vous dire. Ouais, exactement. Non, mais la preuve... Une famille. Mais la preuve que j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce qu'on veut faire une famille ensemble? Non, donc je le fais pas. Voilà. Eh ben merci Anouchka, dis donc, pour t'être confiée de cette façon-là dans ton été vérité. Paraît-il Paraît-il que t'as une question pour moi? Ah, j'allais dire, il nous en manque un encore. Non, c'est moi. Ouais, ah, c'est toi? J'allais dire, j'ai déjà Bien posé ma question. Moi. Calme-toi. Alors. Il me fait peur. Il nous la sort de derrière les fagots. C'est très bien, mais il n'a pas de décolle. Sam. Oui. Est-ce qu'il est plus facile de créer du contenu en 2025 ou c'était plus simple en 2015 quand tu as commencé? Putain, t'as commencé il y a longtemps, c'était il y a 10 ans. Oui. C'est hard, c'est hard la vie. Oh bah alors là, fausse rumeur là, que tu m'inventes. Est-ce que c'était plus facile de créer du contenu quand j'ai commencé en 2015 ou en 2025? Ok, donc 10 ans après. C'était plus facile en 2015, je crois, pour tous les créateurs de contenu et même pour toutes les personnes qui prennent la parole publiquement, que ce soit à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Je trouve que l'ère numérique télévisuelle qu'on traverse est très compliquée, très difficile. Au-delà de devoir mesurer tous les mots, tous les égos, toutes les sensibilités, je trouve que tout est trop analysé, tout prend beaucoup trop d'ampleur. Je trouve qu'on nous empêche en tant que créateurs de contenu, en tant que parole qui prenons la parole publiquement. Déjà, je trouve qu'il faut du courage pour le faire, tout le monde, hein, voilà. Et je trouve qu'on ne nous permet plus de raisonner et de réfléchir à haute voix. Et je trouve que par rapport à 2015, vu que c'est la question, c'est quelque chose qu'on perd de plus en plus et que je constate d'année en année. Et je suis très triste de ne plus pouvoir raisonner à voix haute, de ne plus pouvoir me tromper dans mes raisonnements, de ne plus pouvoir avoir tort, de ne plus pouvoir dire des conneries, de ne plus pouvoir dire de la merde sans être puni, sans être sur le bûcher, sans être jugé, sans être catégorisé, sans être classifié, sans être mis de côté. Le raisonnement n'existe plus, la pensée n'existe plus. Je me dis, c'est catastrophique, je vais faire mon Pablo, mais je me dis que les philosophes de l'époque n'auraient jamais pu faire leur métier aujourd'hui.
Ça aurait été très difficile pour eux. Et je me compare pas du tout à un philosophe, mais vous m'avez compris dans la comparaison. Je parle du processus de réflexion. Voilà. De remettre en question les choses. Voilà, on peut plus penser. On n'a pas le droit de penser. Et je le vois dans la création de contenu. On peut pas. Alors il y en a qui vont me dire, mais t'es coincé du cul, t'es un faux ceci, t'es un faux cela, t'es machin. Bah, en fait, on a peur de tout. J'ai peur de tout. Voilà. Je crée du contenu depuis 10 ans. Avec les années qui passent, j'ai peur. J'ai peur. J'en suis à un point où je rentre chez moi. Je disais à mon mec la dernière fois, je lui disais, je suis malheureux. J'ai plus envie de continuer à travailler comme ça. C'est dur de bosser comme ça. C'est dur de ne plus pouvoir. Enfin, tu parles pas d'un sujet. Je me souviens d'une semaine, c'était il y a des mois maintenant, on avait parlé de Marine dans la Star Academy qui mangeait beaucoup le soir, etc. Et on avait parlé de ses commentaires qui étaient compliqués pour elle par rapport à son poids, etc. Bam, tout de suite c'était « Ah, vous n'avez pas parlé des bonnies? T'es raciste ?» Ben non, en fait. On a parlé des bonnies la semaine d'après ou peut-être... Enfin, chaque chose en son temps. On a une émission de 2 heures. C'est très, très dur de créer du contenu aujourd'hui. Voilà. Je pense que c'est très, très dur de satisfaire tout le monde. On est dans une société où il faut peut-être qu'on accepte qu'en rendant quelqu'un heureux, on va rendre quelqu'un d'autre malheureux. Est-ce que c'était déjà le cas avant? C'est que maintenant, ça devient un drame de ne pas satisfaire tout Ou le monde. alors maintenant, les gens sont vraiment sur les réseaux pour te... Peut-être que les gens n'étaient pas autant dans les commentaires avant. Dis-nous, toi. Parce qu'on n'a jamais pu satisfaire tout le monde, en réalité. Pardon, non, moi je trouve que pour appuyer ce que tu dis, Sam, il y a une polarisation du débat. C'est-à-dire qu'en fait, systématiquement, ce qui va être poussé, notamment par ceux qui hébergent du contenu, je pense à YouTube, TikTok, Instagram et Twitter, ce qu'ils vont pousser, c'est quand va y avoir un clash. Alors là, ça adore, et là, les trucs vont être retweetés, tu vois, c'est ça qui va générer ou réinstagrammer, regarder, partager, etc. Enfin, mais c'est quand il y a une opposition frontale. S'il n'y a pas d'opposition frontale, s'il y a, par exemple, ce dont tu parles, c'est-à-dire de la nuance, s'il y a, par exemple, des gens qui se posent des questions, s'il y a des raisonnements qui sont un peu plus longs pour être un peu plus nuancés que genre juste, bam, je suis pas d'accord, je suis d'accord, et vas-y, on se met sur la gueule, ben là, les hébergeurs ne vont pas les mettre en avant. Et donc, c'est ça, pour moi, c'est ça l'horreur de notre société aujourd'hui, c'est que, et même là, tu vois, là, on prend 2 heures pour faire Aja, enfin, Aja Perro en l'occurrence, tu vois, mais le jeu des réseaux sociaux, c'est que quelqu'un peut venir découper un truc qui va durer 15 secondes, ils vont te faire dire parfois le contraire de ce que tu pensais vraiment, ou quelque chose qui n'est pas du tout nuancé, alors qu'en fait tu as parlé, moi par exemple je parle pendant des heures, tu vois, admettons, tu vois, je parle pendant 2 minutes, ils me prennent 10 secondes, et tout d'un coup ça paraît pas du tout nuancé ce que je dis, ils vont le mettre, ils vont me dire ouais Pablo, gros débile, il a dit ça, alors qu'on n'est pas d'accord, alors qu'en fait si t'écoutes tout, c'est pas du contraire, voilà, mais ça c'est le jeu de, enfin moi je pense pas que ce soit la société qui soit un problème, c'est les tuyaux en fait, c'est-à-dire aujourd'hui, hélas, les hébergeurs qui balancent ça, quoi. Samdzira, soyons honnêtes, Samdzira, ça fait 10 ans qu'elle est sur les réseaux. Samdzira, parce qu'on parle, la question était pour toi, donc je veux rester sur toi. Samdzira, t'as un poids sur les réseaux. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est comme ça. T'as un poids, les gens ils t'écoutent, les gens ils te suivent. Toi, t'es un des rares comme... J'ai fait des comparaisons, mais c'est comme ça. Comme peut être Léna, comme ça peut être Jérém Star. C'est des gens que ça fait longtemps. T'as une communauté qui continue à se développer parce qu'on le voit. T'as des visualisations, t'as des gens qui te suivent. Et toi, c'est toi le premier ici sur Aja. Il y a des vidéos partout où tu dis « je n'ai plus peur ». C'est toi qui te le dis. Combien de fois tu nous dis à nous « j'ai plus peur ». Je continue à faire mon travail, je suis content, je parle et je ne lis même pas, et j'essaie de ne pas focaliser mon travail, ma façon de travailler que sur le négatif. Mais parce que des moments de faiblesse. Bien sûr, mais c'est que toi, moi je te connais depuis quand même, ça fait 3 ans et demi. Tes moments de faiblesse, c'est exactement ce qui te rend plus fort à toi. Toi, tu as cette capacité de canaliser la tristesse et la transformer en inspiration. Et je te l'ai dit honnêtement, je l'ai même dit à Pablo dehors. Et c'est pas pour te lécher le cul, tu me le connais très bien. Si j'ai un truc, je te l'ai dit si c'est bien ou mal ou pas. Oui, puis on n'est pas lesbienne. Exactement. Surtout, je t'estime parce que... On adore les lesbiennes. Voilà. Ah bien sûr. Voilà. Mais nous ne le sommes pas. Exactement. Parce que tu as toujours le bon mot. Parce que tu arrives toujours... Moi, je t'estime comme professionnel pour ce que tu fais, pour la force que tu as et pour ce que tu m'as... Moi, je le dis, c'est vrai ou pas? C'est vrai. Je dis, en 3 ans, il m'a appris plein de trucs, même si parfois il ne me le disait pas, simplement en le regardant. Donc, non, mais c'est vrai.
Tu as une force, et c'est ta force à toi. Ça fait 10 ans que tu es là. Et la mise en question est intelligente. Tout le monde, moi, combien de fois, en tant que chroniqueur, micro-influenceur, je me suis mis en question, les blablabla. Mais c'est normal. Et je pense que les gens intelligents et sensibles, comme toi, et tu as un fort poids sur les réseaux, et pas que dans la communauté, dans la société qui nous suit, bah, c'est ça qui te rend plus fort encore. Et qui va toujours te faire améliorer, nous améliorer, et donner quelque chose. Parce que tu te rappelles que tu pars de la télé-réalité pour parler après de viol, de mort, enfin... De politique, avec... Enfin, tu as la capacité de transformer un truc drôle, fun, peut-être même pas trop intéressant ni intelligent, à quelque chose de très important qui crée une discussion, un débat. C'est une force que pas tout le monde a. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Mais pour répondre, voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Très dur en 2025, je trouve. Voilà, c'était ma réponse. On enchaîne avec un âge à thème. Et on va finir là-dessus. Sujet, j'espère, hyper inspirant. Pareil, hein, vous n'hésitez pas à nous communiquer vos expériences personnelles dans les commentaires de cette vidéo. On va parler des différentes formes de culpabilité. Et je vais vous poser la question suivante. Dans quelle situation, question très libre, vous vous sentez coupable? Alors déjà, c'est quoi la culpabilité pour vous? Vaste question. Ah oui, vous avez 4 heures. Alors pour moi, la culpabilité... S'il vous plaît, que du stylo. Pour moi, la culpabilité, c'est le fait... Pour moi, la culpabilité, c'est un sentiment qui vient après une action ou une pensée. Et c'est un sentiment qui est désagréable parce qu'il te met en confrontation avec toi-même et il te fait te questionner sur si tu es quelqu'un de bien ou quelqu'un de mauvais. Est-ce que ce serait pas moi, c'est comme ça que je le vois. Regretter une action ou une pensée? Bah, la culpabilité, tu peux l'avoir dans plein de domaines. Tu peux l'avoir dans l'alimentaire. Là, depuis tout à l'heure, j'ai mangé 3-4 chips. Je sais que je vais culpabiliser. Ah bon. Tu peux l'avoir dans l'espace public. Je sais pas, il y a un taxi qui allait trop en avant sur le passage piéton et qui s'est pas arrêté et que tu estimes qu'il a failli t'écraser. Tu vas lui dire une insulte. Tu vois, et après tu vas dire mais en fait je suis tout le temps en train de dire qu'il faut pas faire ça sur l'espace public et je l'ai fait. Tu vois, tu peux par exemple, moi ça m'arrive aussi dans des situations personnelles, familiales. Ma mère va m'appeler. Je veux toujours répondre à ma mère, mais parfois c'est pas toujours le moment quand t'es pas bien. Et ben, je vais décrocher, je vais être un peu succinct, bref, rapide, et je vais lui faire comprendre que ça me dérange. Et en fait, je vais raccrocher et je vais rappeler 2 minutes après parce que je vais culpabiliser. Je vais dire pardon maman, mais en fait je vais pas bien. Et là, ma mère, ça lui est déjà arrivé. Elle m'a dit mais alors quand c'est comme ça, mon fils, eh ben tu réponds pas, c'est pas grave, t'es pas obligé de toujours me répondre. Mais tu vois, il y a toujours ce sentiment de culpabilité de dire déjà le sentiment de culpabilité il naît quand l'appel il arrive et que t'es pas bien. Le fait de dire je ne peux pas répondre, je culpabilise. Donc pour éviter de culpabiliser, je vais répondre. Et quand je vais répondre et que je ne vais pas être forcément apte à répondre dans l'humeur que je suis d'habitude, ben je vais culpabiliser encore après. Et ben en fait, c'est ça la culpabilité à mon avis. Mais ça c'est la mienne. C'est mais la mienne aussi, quand je me sens coupable parce que j'ai l'impression de ne pas être à l'auteur des attentes des autres. Ok. Tu vois, par exemple, j'ai eu des forts sens de culpabilité envers ma famille, avec ma soeur, ma mère, donc, et eux jouaient sans vouloir le faire vraiment sur mes sens de culpabilité pour faire si que je puisse m'approcher de ce qu'ils voulaient que je fasse. Et mon ex, c'était les sens de culpabilité, mais jusqu'à des trucs incroyables. Enfin, et c'est ça. Et sauf que j'ai l'impression, quand je me sens coupable, mais c'est parce qu'en réalité, je n'ai pas suivi ce que je voulais être moi. Et du coup, parce que les attentes envers moi sont tellement hautes que je me dis, mais... Donc toi, tu culpabilises quand tu t'écoutes pas, en fait. Ouais. Ok. Anouchka, la culpabilité, c'est quoi pour toi? Et dans quelles circonstances elle se manifeste? Dans quelles circonstances Alors, pour ceux qui ont suivi la villa, moi, la culpabilité, ça aurait pu être mon deuxième prénom. Ah bah ouais. J'ai passé 29 ans à me sentir coupable d'exister. Voilà. Vivre, pour moi, je me sentais coupable d'être là, j'aurais pas dû être là. Je me sentais coupable d'être dans cette famille, d'être un poids pour mes proches. Je me sentais coupable d'avoir les troubles que j'ai. Je me sentais coupable d'avoir ce cerveau qui va vite. Quand on a démarré Aja et que j'ai vu les commentaires des gens qui comprenaient pas mon TDAH ou mon hyperactivité cérébrale, je me sentais coupable d'être différente. En fait, je me sentais coupable. Mais en fait, non, juste d'être là, d'exister, j'arrive pas plus dire que ça. Et ça m'a pris presque 30 ans. Et là, je ne ressens plus aucun sentiment de culpabilité. Et si je dérange les gens, je pense que c'est plus un problème qu'ils ont avec eux-mêmes
qu'avec moi au final, et j'ai réussi à déconstruire ça, et pour ça merci Lucie, et merci les thérapeutes, et merci le travail, et merci à moi en fait d'avoir pu comprendre ça et d'y arriver. Et maintenant en fait, si je suis là, j'ai envie d'être là, si ça dérange aux gens, bah, c'est votre problème, c'est plus le mien. Pablo, la culpabilité elle se manifeste dans quelles circonstances? Ouais, alors c'est marrant d'abord parce que vous avez tous défini la culpabilité en fonction des autres, c'est-à-dire ce que les autres attendaient, que ce soit les internautes, la famille, votre amoureux ou votre amoureuse, tu vois, alors que ou la société, exactement, les attentes de la société, alors que moi j'ai plutôt tendance à le déterminer par rapport à moi-même, c'est-à-dire moi c'est quand je transgresse une valeur morale importante, tu vois, que j'ai. C'est-à-dire que moi, je me bats... la question des combats que je mène, c'est très important. Mais même pas uniquement, tu vois, les relations, par exemple, que j'ai avec ma famille, l'idée que je me fais de la solidarité avec les amis ou avec la famille. Si jamais j'ai l'impression parfois, tu vois, tout à l'heure, tu disais ne pas répondre au téléphone alors que je vois que j'ai une pote qui va pas très bien, qui m'appelle et je suis là, flemme. Là, je vais transgresser. Tu vois, moi, je me fais une haute idée de ce que c'est que la solidarité et l'amitié. Et si je décroche pas, je transgresse. Et là, je me sens hyper coupable. Mais ça vaut aussi en politique, ou dans mon travail d'éditorialiste, tu vois, à la télé. Parfois, tu vois, j'ai l'impression de prendre la parole de quelqu'un d'autre, tu vois, genre quand je dis n'importe quoi, mais ça m'arrive assez souvent. Il y a, par exemple, des sujets, on parle d'islamophobie à la télévision, et là, tout d'un coup, je suis le seul sur le plateau à me battre contre l'islamophobie face à des gens qui sont islamophobes, et je me dis, mais merde, mais qui je suis, en fait, pour parler de ça, parce que précisément, dans mes valeurs, c'est les personnes concernées qui doivent parler, et pas moi. Et je me retrouve à faire ça, et là, je me sens genre, hyper coupable, je me dis, genre, oh là là, tu vois, j'ai des conflits, en fait, de loyauté entre... est-ce que c'est important que je sois là? Est-ce que je dois laisser la parole aux autres, etc. Donc moi, c'est vraiment par rapport à ces valeurs et à ces normes que moi, je me suis posé et que forcément, à plein de moments de ma vie, je suis pas raccord avec ces valeurs parce que je suis fatigué, parce que je suis à un endroit et parce que je suis payé, par exemple, pour être à la télévision et que genre, je le fais, etc. Enfin, voilà. Et tout ça, ça me... Mais... Après, je réfléchis et j'arrive à l'évacuer, quoi, genre, mais tu vois, et à me dire... parce que tu mets ça en contradiction avec nous, comme si nous, c'était toujours par rapport à l'autre et toi par rapport à toi-même. En fait, c'est toujours par rapport à l'autre. Tu vois, c'est ça qui est super intéressant. C'est que c'est pas... Parce que nos valeurs sont dans l'attente des autres, tu vois. Parce qu'on est tous un miroir. Voilà. Mais moi, je pense... Si tu es seul avec toi-même, en fait, tu n'aurais pas beaucoup de conflits en réalité, puisqu'il n'y a personne pour te regarder. Mais en fait, personne te regarde. Et puis, tu parles souvent de construction et on aime l'histoire et c'est très judéo-chrétien en fait. Totalement. On a ce truc où on doit toujours se flageller pour absolument tout. On a cette croix qu'on porte, c'est le cas de le dire, sur nous en fait. Et je pense qu'il y a des moments, ça ne veut pas dire que ça fait de nous des mauvaises personnes, parce qu'il y a aussi il y a des limites, on est d'accord. Si je vais faire une action, je vais être violent avec quelqu'un ou... j'ai même pas d'exemple, mais il y a des choses que je ne vais pas violer quelqu'un, je ne vais pas tuer quelqu'un et je vais me sentir coupable. Il me semble que ce serait logique à ce moment-là, sinon je serais sociopathe, je serais malade et je n'aurais pas d'empathie. Et je pense que c'est une différence à faire entre des certaines limites et juste se lâcher un peu la grappe. Oui, on parle de culpabilité et pas de dérive. Ta notion de la culpabilité, Sacha Delouis? Je pense, alors j'y réfléchis, je n'avais pas la réponse au tout début, donc tant mieux que je sois le dernier à répondre. Et je pense, en fait, tout bêtement, et ça va me faire penser à mes longues discussions avec mon père, je pense que je culpabilise quand je ne suis pas à la hauteur de mes engagements propres. De manière générale, d'accord. Je ne parle même pas forcément dans les relations humaines ou amoureuses, même envers mes engagements envers moi-même. Où je me suis dit, cette semaine, mais ce n'est pas des trucs simples, cette semaine, je vais faire telle chose professionnellement, j'ai contacté telle chose, machin. Ok, ta to-do list en fait. Un peu, ça peut être aussi simple qu'une to-do list et je vais culpabiliser si c'est parce que j'ai finalement procrastiné, qui est l'un de mes plus gros défauts, tu vois. C'est-à-dire de remettre au lendemain. Il y a pas longtemps d'ailleurs sur les réseaux, de procrastiner, je pense que c'est l'une des choses qui me fait le plus culpabiliser, parce que c'est ce qui me fait tout remettre au lendemain. À chaque fois, et du coup, de ne plus être à la hauteur de certains de mes engagements. Et c'est un gros problème de vie, par exemple, à l'instant T, que je combats énormément avec moi-même. Prendre du temps pour soi, quand on a l'habitude d'être tout le temps occupé, que ce soit dans le milieu professionnel, dans le milieu familial, en tant que parent, parfois on peut avoir ce sentiment, je sais que je l'ai, je travaille énormément, je pense qu'on travaille tous beaucoup, et quand j'ai du temps pour moi, je me retrouve là et je me dis, mais je culpabilise en fait d'avoir du temps. À un moment donné, dans l'été, quand je ne travaille pas, je culpabilise. Quand ça fait un certain nombre de jours que je ne travaille pas, je culpabilise. Il y a aussi, bon ça c'est très intime, mais une forme de culpabilité, oui, intime au lit, que tu peux ressentir avec ton compagnon ou ta partenaire, si par exemple tu es un peu trop stressé ou autre, et croyez-moi, moi ça m'arrive souvent, et que je réalise
Parce qu'il faut arrêter les tabous de faut coucher tous les jours, etc. Non, mais c'est sûr. Je réalise, je me dis, oh, ça fait 4 semaines, on n'a pas eu de relation intime. Et là, je vais culpabiliser. Là, je vais culpabiliser, je vais me dire, mais attends, mais c'est pas bien. Tu vois, ça, c'est un truc qui me fait culpabiliser de fou. Alors que non, il faut Mais justement, c'est là où tu as une relation, parce qu'on parlait de relation toxique un peu tout à l'heure, où si ta relation est saine, bah, ton conjoint va savoir l'entendre. Et ça va pouvoir être un sujet de dire je suis désolé, je viens de me rendre compte, tu sais en ce moment, nanana, et viens, on avance. Ah, il me dit rien, il respecte. Voilà, mais ça, c'est génial. Parce que pour le coup, moi, j'ai eu des relations où c'était un vrai problème. Où il y a des fois dans ta vie, je suis désolé, il n'y avait pas que le cul dans un couple, quoi. C'est important, attention, on est d'accord. Il faut que ça se passe bien. Est-ce que ça te déculpabilise quand ton mec te dit bon, bah non, mais il n'y a absolument aucun problème? Ou est-ce que tu restes quand même à l'intérieur de toi, tu te sens coupable toujours? Je suis coupable de ne pas avoir la libido. Oui, mais s'il te dit je m'en fous, tu vois, tu pourrais dire bon, bah ok, c'est bon, je me sens coupable. Si, je me sens coupable quand même. Ah, tu te sens coupable quand même, malgré lui. Oui, Malgré oui parce que j'ai l'impression que c'est pas normal. Mais tu vas te forcer du coup derrière ou tu vas... Bon, bah voilà, je l'ai analysé. Ah bah non, je me force pas, sinon je me serais forcé avant les 4 semaines. Non, mais c'est pour ça. Mais je veux dire, bah non, mais peut-être que tu l'as pas analysé à ce moment-là, parce que t'es tête bêche dans ce que t'es en train de faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est le moment où tu l'analyses et tu le conscientises de te dire, ah ouais, en fait. Mais du coup, est-ce que tu vas dire, bon, quand même. Et là, c'est juste se forcer, c'est pas malsain. Des fois, c'est pour faire plaisir aussi à ton conjoint. Tu vois on entend tellement, mais que ce soit à la télévision, dans les séries, Netflix, Amazon Prime, le cinéma, tout ce que vous voulez, tout le temps ce truc de ah nous on est un super couple, on couche tout le temps ensemble. Tout le temps. Ah si on le fait pas minimum 2 fois par jour, ça va. Mais tu te dis en fait, mais moi je suis pas normal. T'as ce truc miroir où tu te dis je suis pas normal parce qu'on entend ça. C'est les exemples qu'on entend. Bien sûr. Genre ah bah notre couple il est en bonne santé, on n'arrête pas. Et toi tu te dis bah en fait non, moi ça fait 4 semaines que je l'ai pas fait, j'ai pas envie, donc en fait qu'est-ce qui se passe quoi? Je pense qu'il faut accepter. Ouais, et pourtant je l'aime. Je pense qu'il faut accepter qu'il n'y a pas de normalité, encore moins sur ce sujet-là. C'est une histoire des 2 partenaires. Si, par exemple, ton partenaire se sent pas bien du fait de ne pas avoir de rapport pendant 4 semaines, ce serait une question à se poser au niveau de la compatibilité. Mais il y a des gens qui ont besoin de le faire tous les jours, il y a des personnes qui ont besoin de le faire une fois par mois. Et rappelons-le qu'il existe aussi des gens qui ont besoin de le faire jamais, qui n'ont pas de désir et qui n'ont pas besoin. Les asexuels existent aussi, faut pas, et ça, on n'en parle jamais, ça c'est très tabou. Et on a l'impression de dire, ouais, non, mais t'es pas normal. Mais tu vois, c'est pareil, qu'est-ce que la normalité finalement? Je pense qu'il faut aussi arrêter de se sentir coupable. Là, bon, c'est de l'ordre de l'intime. Pour revenir sur la procrastination, ce truc aussi qu'on est dans, et tu as dit un mot très juste, je trouve, c'est comparaison. On est dans une société où on doit être successful, on doit de rendement à tout niveau. Il faut performer, mais du coup, le sexe peut rentrer en ligne de compte aussi. Et c'est ce truc de toujours faire plus, et dès qu'on a l'impression qu'on ne fait pas assez, on se flagelle. Mais il faut aussi penser qu'il y a un état physique dans lequel on vit, physique de son corps, l'état psychologique, et moi, c'est un truc que je dis souvent à mes abonnés quand on parle de ça en live, c'est que si aujourd'hui, mentalement ou physiquement, vous êtes à 20%, ok, que c'est la seule chose que vous faites, et vous faites 20%, de mon point de vue, vous avez fait 100%, parce que vous avez fait le maximum que vous pouvez. Et c'est ok de pouvoir faire que 20% un jour. Donc faire du mieux qu'on peut. Exactement, et de faire 100 le jour d'après, et puis 30 2 semaines après. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est que je pense qu'il faut qu'on arrête de se comparer et de se mettre en compétition avec les autres et aussi avec soi-même constamment. Vous n'avez jamais couché avec votre partenaire en pensant que l'effet de coucher avec, il aurait résolu un problème? Ah oui. Ah oui. Oui, bien sûr. Bah, des fois, ça le résout. Je comprends même pas la Ou question. même juste pour lui faire plaisir. Alors que t'en as pas du tout envie, mais tu te dis, bon, faut que je le fasse. Mais quel problème? Parce que moi, ça m'est arrivé. En fait, j'ai eu une période de ma vie, qui a quand même 10 ans, où j'ai pensé, un peu comme toi, que si j'avais pas de rapports sexuels, bah, il y avait un problème. Et quand on s'engueulait et quand je m'engueulais avec mon copain, j'ai pensé bêtement, mais j'y croyais vraiment, qu'au moment que j'aurais couché avec, le problème, n'importe quel, était résolu. J'ai pris une claque, la dernière fois, en fait, j'ai fait ça. J'ai couché, on s'était engueulé, c'était un samedi soir, le dimanche matin. Rupture. Il m'a dit que même, le dimanche matin, il me quitte. Et là, tout ce que j'avais cru s'est effondré. Bah, t'as mieux, tu vois, parce que là, je me suis rendu compte, mais Hermano, t'as vécu 10 ans en pensant qu'en fait, le rapport sexuel aurait pu vraiment résoudre des problèmes qu'en fait, non, tu ne peux pas résoudre. Et c'est là, je me sentais coupable de ne pas coucher avec.
Enfin, c'est quand même mal. Ça. En tout cas, voilà, c'était nos notions de la culpabilité. On a cru qu'on faisait un sujet de philo. J'espère que ce Ajapéro vous a plu. Vous avez aimé? C'est déjà la fin. Bah oui. Oh, c'est déjà fini. C'est super vite. Ah, finalement. On peut faire ça pendant 2 heures encore. Oh, bah oui, bah, bien sûr. Bah, ne vous inquiétez Partons boire un verre ailleurs. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez le faire vous aussi à la maison. Vous pouvez poursuivre les sujets qu'on a initiés sur ce Ajapéro avec vos proches, votre famille, vos amis, en fonction de votre pudeur, hein, bien sûr. Hein, on en a parlé aussi. Prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Passez des bons moments avec des gens que vous aimez. Tout passe beaucoup trop vite. On vous embrasse. Bye bye.